Mesdames et messieurs, bonjour, est-ce que ça va? C'est un petit ça va. Il n'y a absolument personne au premier rang, personne ne veut se mettre là. Non, les gens sont là. Non, ça va, on est bien au fond. Par applaudissement ce soir, est-ce qu'il y a des écolos? J'ai pas trouvé mieux pour me faire applaudir d'entrée. Sinon, j'avais aussi, par applaudissement ce soir, est-ce que vous êtes qui est d'accord pour dire que je suis le sosie moins musclé de Thor? Donc je me présente, je m'appelle Mathieu, j'anime une émission qui s'appelle Un café décroissant, dans laquelle je reçois à chaque fois un expert de la transition écologique et un humoriste. Par applaudissement ce soir, qui a déjà vu au moins un épisode d'Un café décroissant? Lequel? Ouais, bravo pour le piège, j'ai vu un. Bon, du coup, je vais pas demander deux épisodes d'Un café décroissant. Tu vas plus applaudir là, non, c'est bon, je n'existe plus. Donc, en tout cas, bienvenue, mesdames et messieurs, au Bulbe Comedy Club. Ce soir, donc, ça va être des experts de la transition écologique et des humoristes qui vont se passer le micro en mode Comedy Club. Et donc, vous pouvez déjà applaudir Magali Reguezza, Valérie Masson-Delmotte, Alban Lot et Ben. Non, c'est pas tout de suite, Alban, tu peux rester là. Et tu peux poser ton sac d'ailleurs, Alban. Ah, pardon, ça va être après. Juste avant, je veux juste m'assurer d'un truc, c'est que ce soir, du coup, c'est des experts de la transition écologique qui vont faire du stand-up. Donc, moi, je suis là, c'est pour m'assurer que vous savez parler leur langage. Donc, déjà, est-ce que tout le monde est d'accord, enfin, tout le monde connaît le terme boucle de rétroaction? C'est bon? Qui va expliquer? Alors, une boucle de rétroaction, c'est simple. Une boucle de rétroaction, c'est un phénomène d'influence mutuelle et auto-entretenu entre deux variables. Voilà, tout le monde est au même niveau. Donc, dans le langage courant, une boucle de rétroaction, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Et donc, par exemple, plus il fait chaud, plus on met la clim, et plus on met la clim et on émet des gaz à effet de serre, plus il fait chaud. Donc ça, c'est une boucle de rétroaction sur la température. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce qu'il n'y a rien de plus vivant que ce qu'on va faire ce soir, mesdames et messieurs. Quelqu'un qui est sur scène et qui raconte des blagues, et en face des gens qui rient ou pas, voilà. Et c'est ça le problème, je suis là pour ça, pour le ou pas, parce que ça, c'est typiquement une boucle de rétroaction. Et en fait, moi, ça me fait penser à une citation d'un très grand penseur de l'écologie et de la culture qui s'appelle Jean-Marie Bigard. Tout le monde connaît Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, il n'est pas encore passé dans Un café décroissant, mais quand j'étais petit, c'est pas terminé peut-être, on ne sait jamais, et quand j'étais petit, je regardais... Madame, vous êtes comme ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez pas de Jean-Marie Bigard dans Un café décroissant? Moi non plus. Mais donc, quand j'étais petit, en tout cas, monsieur a tapé du coude. Si, on veut Jean-Marie Bigard. Et quand j'étais petit, pardon, je regardais souvent un spectacle de Jean-Marie Bigard avec mon père. Voilà, on n'est pas forcément fier de tout son passé non plus. Et en fait, il y a un moment, Jean-Marie Bigard, il venait sur scène et il parlait entre deux sketchs et il disait, là, donc je cite Jean-Marie Bigard, il disait, là, c'est le moment que j'adore du spectacle parce que plus je suis drôle, plus vous riez, et plus vous riez, plus je suis drôle. Et ça, c'est typiquement une boucle de rétroaction. Alors, Bigard le dit pas exactement comme ça, boucle de rétroaction. Lui, il utilise plutôt des termes comme lâcher de salope, mais bon, ça n'a aucun rapport. Mais en tout cas, voilà, c'est typiquement ça. Et en fait, c'est pour vous dire que, mesdames et messieurs, vous avez une responsabilité de rire ce soir. Riez pour voir. Ça, c'est un rire, on va dire 2 sur 10, ok? Faites un rire genre 7 sur 10. Ouais, c'est pas mal. Très bien, c'est bien. Et est-ce que j'ai besoin d'une personne, madame, comment vous appelez? Léa, est-ce que tu peux, je peux tutoyer? Est-ce que tu peux applaudir pendant 30 secondes? C'est gênant pour Léa. Alors voilà, exactement, bravo! On fait ça, c'est ça exactement. Bravo Léa, merci. Et du coup, donc voilà. Donc si jamais Léa ou quelqu'un d'autre se met à applaudir comme ça pour une vanne que on a compris que c'était une vanne et on a envie de soutenir la personne qui l'a écrite, eh ben on laisse pas tomber Léa ou celui qui commence et du coup on y va, on se met. Pareil, standing ovation. Si jamais Léa, tu peux te lever pendant 30 secondes. Je déconne. Léa, tu peux. Putain, t'es hyper docile, c'est super. Et tu
peux te lever pendant 30 secondes? C'est bon, je le ferai pas. Et voilà, si jamais Léa se lève en applaudissant en plus, là c'est standing ovation. Donc voilà, donc là il faut la suivre et tout, on y va. Montrez voir comment vous faites une standing ovation. Ah bah il y a un test là-bas, hein, donc faut essayer. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est pas encore très bien synchronisé, mais bon, c'est pas mal. Il y en a qui se sont levés au moment où les autres se rasseyaient. Voilà. Ça va venir peut-être naturellement, on va voir. En tout cas, du coup, c'est juste pour dire que y a une vanne que je vais faire maintenant, là, que je fais tout le temps en fait en début de Bulbe Comedy Club, que je fais à chaque fois que Valérie Masson-Delmotte n'est pas là. Mais là, ce soir, elle est là, donc c'est un moment particulier pour moi. Et donc, imaginez que je suis Valérie Masson-Delmotte, donc grande paléoclimatologue s'il en est, et que je viens et que j'ai écrit quelque chose pour vous faire rire, et que là, vous riez pas. Et ben, d'après le théorème de Bigard, du coup, à la vanne d'après, ben, Valérie, elle est moins drôle. On va faire un test, du coup, voir si vous êtes chaud. Bonjour, je m'appelle Valérie Masson-Delmotte. On confond souvent la météo et le climat. Pourtant, la différence, elle est simple. Quand on étudie la météo, on parle de dépression. Et quand on étudie le climat, on fait une dépression. Plus fort, plus fort, plus fort! Merci beaucoup, gardez cette énergie et faites un maximum de bruit pour Alban Lot. Alors j'ai mon sac parce qu'on m'a interdit de le mettre derrière, hein. Donc admirez-le. Donc bonjour, je m'appelle Alban Lot, je suis doctorant en recherche climatique. Mon sujet de thèse, c'est l'impact de l'organisation de la convection sur l'humidité troposphérique, observation et simulation à haute résolution. Autrement formulé, je suis un docteur du ciel, voilà. Mes professeurs disaient que j'avais la tête dans les nuages, c'est fait. Et pitié, ne dites pas à ma directrice de thèse que j'ai pris son sujet de thèse uniquement pour faire cette vanne. Donc, le but final de cette thèse, oui, le climat. On parle du climat. L'évolution du climat, voilà un sujet qui me tient à cœur. Et c'est pour ça que je fais ce genre d'événement pour parler de ce sujet et pourquoi il me tient à cœur. Et là, je n'ai pas des références comme Mathieu qui cite Jean-Marie Bigard. Moi, c'est Star-Lord des Gardiens de la Galaxie qui dit « Pourquoi ça m'intéresse ? Parce que je vis sur cette fichue planète. » Voilà. Chacun ses références, chacune génération, je ne juge pas. Mais passé ce trait d'esprit, pourquoi on s'intéresse autant à l'écologie alors que ça a l'air un peu perdu d'avance, en tout cas d'un regard un peu extérieur. La France n'a plus trop d'impact à l'échelle mondiale, les États-Unis, ils s'en occupent plus des dérèglements climatiques. La Russie, ça leur fait des nouvelles terres cultivables et de nouvelles voies navigables, donc pour tout bénef. L'Allemagne, elle tourne aux usines à charbon. L'Inde, elle est trop occupée à se développer pour y songer. Et t'as la Chine qui, étonnamment, donne plus d'efforts que tout le monde parce que un habitant de Pékin qui sort dehors et qui court au mauvais moment, il tape un arrêt cardiaque à cause du CO2 dans l'air. Donc, pourquoi se soucier de ça quand on a des gens qui sont habitués à voyager en avion et à commander des choses de l'autre bout du monde, et on essaie de leur expliquer, les circuits courts, c'est bien aussi. Moi, j'ai la réponse. Hein, je vous pose une question, mais j'attends pas de réponse. Je la connais. J'ai vu Home à 9 ans, ça m'a traumatisé. Et comme je suis de nature généreuse, le traumatisme, pour moi, ça se partage. Voilà. Bon, alors, par contre, Home, ça a 15 ans, donc j'ai aucune idée de qui a vu ce film dans la salle, donc je vais faire un petit résumé. Yann Arthus Bertrand, immense photographe et reporter, te montre pendant 30 minutes à quel point la Terre, elle est vraiment magnifique, c'est vraiment une très belle planète. Et après, pendant 1 heure, il te montre à quel point on l'a bousillée. C'est simple, c'est efficace, c'est vraiment du travail de pro, je suis toujours impressionné. Et du coup, d'où vient la question? L'éco-anxiété. Voilà, c'est un terme qui revient beaucoup. On dit oui, mais si on dit aux gens oui, c'est foutu, ils vont vraiment être éco-anxieux et ils vont plus pouvoir agir. Je suis pas d'accord. En fait, j'étais d'accord avec ça jusqu'à il y a peu. Puis j'ai pris un taxi. Je vous jure, il y a un lien. Vraiment, je vous jure, il y a un lien. J'avais un long trajet d'1 heure à faire en taxi et le chauffeur, il avait envie de discuter. J'avais envie de discuter, c'est parfait. Donc je lui dis, moi, je fais de la recherche sur le climat. Il fait, oui, mais bon, de toute façon, nous, individuellement, on n'a plus aucun pouvoir. C'est entre les mains des politiques et des grandes entreprises. J'avais 1 heure avec lui dans un taxi. Fallait pas me dire ça. Donc, il n'était pas prêt. Il était absolument pas prêt. Alors là, j'ai utilisé ma feuille juste parce que sinon, je m'embrouillais. Donc, alors, vous êtes prêts ?
3, 2, 1, on est bon. Donc, je lui ai tout dit. L'absurdité du technosolutionnisme au résultat dérisoire, les énergies renouvelables qui nécessitent des minerais venant de terres rares exploitées à coût de quoi? De charbon, les nouvelles méthodes polluantes pour extraire toujours plus de pétrole et de charbon, sinon c'est pas drôle. Les lobbies qui verrouillent le développement de certaines avancées scientifiques pour leur propre agenda, quand ces mêmes avancées ne sont pas interrompues pour les objectifs à court terme des politiques. Le tout pour nous maintenir dans l'illusion qu'on peut vraiment garder le même mode de vie indéfiniment. Laissez-moi un instant, je reprends. Ensuite, on continue. L'occidentalisation des pays en voie de développement, pour qu'ils polluent autant que nous à l'habitant, mais avec beaucoup plus de monde. La libération de méthane par la fonte du pergélisol, ce qui fait un nouveau gaz à effet de serre. Donc, l'effet de serre augmente. C'est compensé par l'océan, mais jusqu'à ce que ça devienne impossible. Et bim, emballement du système climatique. On ne peut pas quantifier ça. Et les conséquences non plus. J'avais 1 heure avec lui. J'ai 5 minutes avec vous. Je vous laisse imaginer son état à la fin. Donc là, on arrive là où je devais arriver, et il me regarde et il fait « Non, mais je pense que les actions individuelles pour faire monter notre volonté jusqu'aux politiques, je pense qu'on peut faire ça à l'échelle humaine, de changer les choses. » Il avait complètement retourné sa veste, j'avais fait mon boulot, comme quoi le trauma, c'est vraiment trop bien. Petit problème. J'ai pas 1 heure dans un taxi avec tous les habitants de la Terre. Parce que ça serait un peu compliqué de kidnapper tout le monde. Il paraît que c'est illégal, mais c'est surtout un problème de logistique. Surtout qu'un taxi, ça pollue. Donc vraiment, on ne va pas faire ça. Il faut le faire autrement. Donc on fait ce genre de réunion à l'Académie du climat. Moi, je participe à la tournée climat-biodiversité pour expliquer à des gamins de 6 ans que le monde va mal. Et j'adore faire ça. Et le problème, c'est que le lendemain, on a tous nos présidents qui prennent l'avion pour aller à la COP29 en Azerbaïdjan, parce que faire un appel Zoom, ils n'ont pas trouvé le bouton. Il y a Katy Perry qui va dans l'espace et qui émet autant de CO2 que vous n'en émettrez jamais dans toute votre vie. Et après, tu as Disney qui fait « Ah, regardez, un nouveau paquebot aussi grand que terrifiant pour l'environnement. » Et là, le Gorafi commence à dépeindre la vérité. Et vraiment, les gens, bizarrement, je sais pas, il y a un drôle de phénomène, ils sont moins motivés. Donc, ils me reposent la question, ils reviennent vers moi, ils me reposent la question, c'est à quoi faire des efforts si les autres instances s'en fichent comme en 40 ? Ils ont vraiment dit comme en 40. C'était des vieux, désolé. Et vraiment, ils ne m'ont pas écouté en fait, parce que j'ai déjà donné la solution, il faut les traumatiser. Voilà, c'est pas la chaîne du froid, c'est pas la chaîne alimentaire, c'est la chaîne du trauma. Voilà. Donc chaque personne dans cette pièce traumatise 10 personnes, qui traumatise 100 personnes, qui traumatise 1000 personnes. On a une population entière de traumatisés. Ça va atteindre les politiques, ça va atteindre les fonctionnaires. Et après, tous les politiciens tout en haut qui prennent les décisions, ils ne pourront pas ouvrir la bouche sans qu'on leur pose une question sur la pollution et le changement climatique. Et là, ils seront obligés de faire quelque chose. Le traumatisme. C'est vraiment, ça va être le running gag. Hein. Mais vous inquiétez pas, il n'y en a plus pour longtemps. Et là, voilà, même question, j'avais dit au début, la France, plus beaucoup d'impact à l'échelle mondiale. Il reste les autres pays. Okay, alors Duolingo existe, vous pouvez apprendre d'autres langues pour traumatiser les autres pays. Voilà, c'est vraiment, ça s'arrête jamais, hein, c'est vraiment la solution universelle. Pour conclure, je vais utiliser la conclusion d'une petite fille de 8 ans qui avait fait la tournée climat-biodiversité avec moi, donc je lui ai fait tous les panneaux. Et après, à la fin, elle m'a regardé avec le plus grand sourire du monde, vraiment avec une joie indicible dans les yeux, elle m'a regardé, elle m'a dit « On va tous mourir !» Et en fait, c'est ça qui est important. C'est ça notre but commun, c'est de ne pas tous mourir. C'est vraiment ça l'urgence. Et ceux qui ne le comprennent pas, ceux qui n'ont pas envie d'agir ça parce qu'ils n'ont pas encore capté, c'est juste qu'ils ne sont pas assez quoi ? Assez quoi ? Merci, bonsoir. Je passe le micro à Magali, qui... Donc, bonsoir à tous. Moi, donc, je suis Magali Regueza. Donc, je fus chercheur dans une autre vie. Et donc, on m'a demandé de vous faire rire avec le climat. Et comment vous dire qu'en ce moment, dans les labos de recherche, c'est pas vraiment l'ambiance poil à des gaudrioles. Vous voyez, on n'est pas, voilà. Parce qu'en plus, alors il faut que je vous le dise, je ne sais pas si vous le savez, mais les labos de recherche, ils sont pleins de dangereux idéologues ultra violents. Alors vous en avez une là-bas au fond, vous voyez, Valérie Masson-Delmotte. Alors elle, c'est carrément une éco-terroriste. Hein. Rendez-vous compte, la nana, elle grimpe dans les arbres pour discuter avec des types qui veulent empêcher qu'on les abatte, les arbres, hein, pas les types, enfin encore que, pour construire une autoroute.
parce que forcément, elle fait du vélo. Ouais. C'est une militante. Alors, la vérité, il faut que je vous le dise, c'est qu'on n'écoute pas assez les lanceurs d'alerte. Ça, c'est vrai, on le sait tous. Par exemple, il y en a un que moi j'aime bien, c'est le président LR, vous savez, les Républicains, du département du Rhône, qui a déclaré récemment, un vrai lanceur d'alerte, celui-là, il n'est pas prêt à ce que ses enfants mangent des graines et fassent de la bicyclette tous les jours. Alors, entre nous, je dois vous dire, j'ai pas bien compris ce que mangeaient ces gamins, parce que bon, se passer totalement de céréales, ça doit pas être facile, mais enfin, peu importe. Non, mais parce que quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en un siècle, on est passé de l'homme au couteau entre les dents à la climatologue avec du boulgour entre les incisives. En plus, quand on connaît l'argent que lui verse le lobby du GIEC, elle pourrait au moins manger autre chose que des graines, Valérie. Franchement, voilà. Alors, pour apaiser mon éco-anxiété, mon trauma, là, voilà, je me suis tournée vers un grand philosophe. J'ai fait des études littéraires, Patrick Pouyanné. Vous savez, le Patrick Pouyanné. Ce monsieur, il a quand même dit à Jean Jouzel, alors lui, c'est aussi un dangereux climatologue français. Il doit avoir à lui seul plus de distinctions scientifiques que Patrick Pouyanné a de millions sur son compte en banque. Ça vous donne une petite idée. Je respecte l'avis des scientifiques, mais il y a la vie réelle. Ouais, il y a la vie réelle. Et Patrick Pouyanné, vous voyez, il l'affirme, le débat est aujourd'hui beaucoup trop manichéen, beaucoup trop faussé. C'est un sujet complexe. Ouais, les scientifiques, il fausse le débat. Par exemple, vous voyez, les scientifiques, c'est du genre à te dire, si tu mets les doigts dans la prise, tu t'électrocutes. Alors que, il faudrait dire, si tu mets les doigts dans la prise, tu pourrais t'électrocuter un peu. Vous voyez ? Faut pas être manichéen. Alors je me suis dit, chiche, arrête d'être manichéenne. Écoute un peu ces grands experts du climat qui doutent pour éclairer toute cette complexité. Ouais. Moi, je ne suis pas humoriste, par contre, il y a du lourd. Alors, bien sûr, les esprits chagrins vont les traiter de climato-sceptiques. Et comme le dit Elisabeth Lévy, pour un chercheur, le scepticisme n'est pas un crime, c'est une vertu. D'ailleurs, tous les chercheurs mettent régulièrement le doigt dans la prise pour être vertueux. Vous ne le saviez pas, mais voilà. Alors, en bonne scientifique vertueuse, j'ai refusé de céder à la pensée unique du CO2. J'emprunte cette brillante formule, la pensée unique du CO2, au non moins brillant Carlos Tavares. Vous savez, alors lui, c'est le PDG de Stellantis qui est parti après avoir fait chuter le bénéfice de sa boîte de 48%. Carlos, lui, il est membre du conseil d'administration de Total, qui est la boîte de Patrick Pouyanné. Vous voyez, pour faire simple, Carlos vend les voitures, Patrick, il vend l'essence qu'on met dedans. Il fallait quand même y penser. Voilà. Alors, j'avais un peu peur de rien trouver parce qu'avec tout ce wokisme, vous le savez, on ne peut plus rien dire. Mais finalement, on a tout ce qu'il faut à la télé, à la radio, dans les journaux. Comme quoi, quand même, c'est fou de voir à quel point tout ce qu'ils ne peuvent plus rien dire, ils arrivent à parler, quoi. Voilà. Et alors, je dois reconnaître que niveau argumentaire, on a du très, très lourd. Alors, un de mes préférés, c'est Jair Bolsonaro. C'est l'ex-président du Brésil. Alors, lui, il a dit, vous me parlez de pollution environnementale, il suffit, je cite, de faire caca un jour sur deux, ça sera mieux pour tout le monde. Vous ne vous attendiez pas à celle-là, Moi non plus. Alors oui, parler caca pour un président, c'est hyper disruptif. Normalement, on arrête vers 4-5 ans. Mais Jair, lui, il a su rester un grand enfant, vous voyez, qui évidemment ne fait pas de vélo et ne mange pas de graines, forcément. Voilà. Alors, d'après Jair, pour combattre la pollution, une solution, constipation. Alors, bien sûr, le GIEC n'a pas évalué cette solution, mais c'est normal parce que le GIEC, ce n'est pas vraiment sérieux. Ça, c'est le RN, Thomas Ménager, qui l'a dit. Nous ne pouvons pas nous baser uniquement sur ces données parce qu'ils ont parfois tendance à exagérer. Ouais. Tu vois, par exemple, le GIEC, c'est des gens qui te disent si tu mets les doigts dans la prise, tu t'électrocutes avec, je cite, un degré de confiance moyen parce qu'on ne meurt pas à chaque fois. Ouais. Si ce n'est pas de l'exagération, ça. Alors d'ailleurs, au GIEC, il n'y a pas d'expert. Ça, c'est Christian Gérondeau. Alors lui, il est génial, c'est un ancien polytechnicien. Félix, qui se définit comme compétent dans l'examen des faits et dans le bon sens. Alors lui, il a montré sans équivoque qu'il n'y avait pas d'expert. Et comment il le sait? Attention, parce qu'il n'y a pas le mot expert dans le titre en anglais. Vous voyez, dans IPCC, il n'y a pas expert. Et c'est pareil dans toutes les langues. Enfin, pas toutes, parce qu'il n'a pas testé le chinois et l'arabe. On se demande bien pourquoi. Voilà. Alors, revenons au réel. Donc, je reviens au réel pour argumenter. Alors, d'abord, il n'y a rien qui prouve que ça se réchauffe. Alors, qui nous le dit? C'est William Goldnadel sur CNews qui le démontre avec, je cite,
Le courage immense qui me caractérise et n'a d'égal que mon humilité excessive. J'ose commettre la transgression suprême, moins 46,3 en Suède, record battu depuis 25 ans. Non, parce que c'est vrai, c'est hyper courageux de confondre météo et climat, hein. Ça c'est vrai. Alors on a aussi Nicolas Sarkozy, vous savez, enfin vous le connaissez celui-là, qui a dit « Je contexte l'expression dérégulation du climat car le climat n'a jamais été régulé ». Ouais, c'est bien un truc de gauchiste hein, de vouloir tout réguler. Oui, parce que vous ne le savez pas non plus, mais tout ça, c'est la faute aux écolos, aux socialistes et aux communistes. D'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est marrant, hein, ils ont fait l'union de la gauche et ils ne le savent même pas, dites. C'est vraiment bon, ça. Alors, il y en a un autre hein, qui l'a expliqué, c'est l'Argentin Milei, avec un argument massu, enfin plutôt tronçonneuse, parce que lui préfère se balader avec la tronçonneuse. Tous ces politiques qui accumulent d'être responsables du changement climatique sont bidons et la seule chose qu'ils cherchent à faire est de collecter l'argent pour financer des minables socialistes qui écrivent des articles merdiques. Ouais. Ils ont vraiment un truc avec le caca quand même. Hein. D'ailleurs, c'est Steve Bannon, le conseiller de Trump, qui a proposé d'inonder de merde le débat. Bon, après, je ne crois pas qu'il est socialiste, mais comme je vous l'ai dit, c'est complexe, alors voilà, on ne va pas chercher. Alors, justement, Donald Trump, il a une explication. Le concept de réchauffement climatique a été créé par et pour les Chinois pour rendre l'industrie américaine moins compétitive. Ouais. Alors qu'en faisant mumuse avec les droits de douane, Donald, eh ben, en quelques semaines, il a réussi à flinguer l'économie américaine tout seul comme un grand. Hein. Ils sont vraiment nuls, ces Chinois. Hein, voilà. Alors, il y a un autre argument important. Hein. Ce réchauffement climatique-là, il faut suivre, hein, qui n'existe pas, il n'existe pas, eh ben, il n'est pas d'origine humaine. Bon, forcément, puisqu'il n'existe pas, c'est logique. Hein. Alors, l'eurodéputée RN Mathilde Androuel, elle est formelle. Hein. La vraie question, parce qu'il y a des fausses questions et des vraies questions, c'est de savoir quelle est la part de l'activité humaine dedans, le changement climatique, il faut suivre. Le débat est ouvert. Alors moi, je dis oui, ouvrons le débat. Ouvrons le débat parce que les responsables, ce sont, vous êtes assis, les arbres. Comment on le sait? C'est Ronald Reagan qui l'a dit en 82. 80% de la pollution atmosphérique provient des plantes et des arbres. C'est donc pour ça qu'on les coupe. Vous voyez, c'est logique. Hein. Voyez. Alors, il y en a un autre qui est top, c'est Michel Onfray. Alors, lui, c'est effectivement un philosophe. Hein. Il a une autre thèse qu'il a exprimée dans une interview du Figaro. Alors, attention, parce que là, c'est vraiment complexe. La vibration de la Terre sur son axe produit des différences d'exposition de lumière, ce qui produit des ensoleillements différents. Ouais, il y a de l'idée. Hein. Bon, alors pour finir, on va quand même rassurer ce que la journaliste Emmanuelle Ducrot appelle les paniqués du réchauffement qui courent dans tous les sens comme des canards sans tête. Elle ne parlait pas de Donald, hein, ni le canard, ni Trump. Hein. Et comme le dit Géraldine Wössner, il faut mettre fin. Il faut mettre fin à ce climat de terreur. Oui, parce que Géraldine Wössner, c'est une journaliste d'investigation, hein, je la cite, qui défend la méthode scientifique et le GIEC au journal Le Point. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai confondu. Alors, elle est tellement au point, dans tous les sens du terme, qu'elle a même expliqué la méthode scientifique à Valérie, hein, qui a été coprésidente du GIEC, mais quand même, vous voyez, bon, voilà, il faut aussi... voilà. Donc, en conclusion, moi, je dis stop à la bien-pensance. Vive la mal-pensance. Arrêtons d'être manichéens, plongeons dans le réel complexe. Mettons les doigts dans la prise. Comme ça, et là, c'est moi qui vous le dis, on sera vraiment dans la merde. Mais qui aurait pu prédire ? Bravo. Vous pouvez, vous voulez rester là ou si vous voulez, vous pouvez aller vous asseoir ou aller au fond, vous faites ce que vous voulez. Tu veux laisser ton sac, Alban? Allez. Il y a une bombe là-dedans, il y a quoi? Il y a une bombe de graines? Je ne sais pas. Voilà, donc je reviens juste 5 minutes pour faire un truc, c'est que voilà, moi, comme je disais tout à l'heure, je suis sur un café décroissant, donc j'allie humour et écologie, et c'est vrai qu'en ce moment, bon, j'ai l'impression que l'humour et l'écologie, c'est pas vraiment ce qui est au programme de la montée de l'extrême droite actuelle. Alors, j'ai décidé de tout plaquer et de me reconvertir. Alors, j'ai commencé une formation en autodidacte à la décroissance, que certains appellent période de chômage.
Et j'ai suivi récemment une formation en ligne en regardant un documentaire France 2 sur le Bhoutan. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire récent sur le Bhoutan. Le Bhoutan, donc, c'est un pays d'Asie qui est réputé pour le calcul d'un indice de bonheur national brut. Et Léa dit oui, c'est vrai. Et donc, ils sont réputés pour ça. Et donc, en fait, dans le documentaire de France 2, on suit un agent of happiness, un agent du bonheur, qui se déplace chez les autres Bhoutanais, qui leur pose des questions pour savoir s'ils sont heureux. Et en fonction du résultat sur la population globale, le gouvernement modifie sa politique pour faire augmenter cet indice de bonheur national. Je laisse planer cette phrase un peu parce que pour nous, c'est de la science-fiction, ce truc, quoi. Et donc voilà. Et donc moi je me suis dit ça, voilà, agent du bonheur, ça c'est un truc que j'ai envie de faire, ça c'est un truc à la classe, quoi. Donc je vais faire ça, agent du bonheur, quoi. Et bon, à Paris, je le fais à Paris pour l'instant, voilà, c'est pas terrible, mais au moins il y a du boulot. Et en tout cas, et je pense que c'est un métier, qui a du sens de faire ça. Et parce que moi je me demande toujours si ce que je fais a un sens. Et quand je me demande si ce que je fais a un sens, je pense souvent à l'ingénieur acousticien qui a fait 5 ans d'études d'ingénieur, une spécialité en acoustique derrière, et qui se retrouve dans l'industrie automobile à devoir créer des bruits de fermeture de portières. Aujourd'hui, il y a des ingénieurs qui sont payés pour faire en sorte que quand un mec vient acheter une bagnole et qui referme la portière, le bruit que fait la portière quand elle se referme lui procure un sentiment de confort ou de puissance, ce qui fait que le mec a envie d'acheter la bagnole. Et moi, je me dis, le jour où tout s'effondre et qu'on vit dans la forêt, il fait quoi cet ingénieur-là ? Il pimpe le bruit de fermeture d'une porte de cabane. Ah, les gars, j'ai été chercher de la mousse ce matin pendant que vous refaisiez l'étanchéité de la cabane après cette nuit, après les orages, et que vous faisiez installer les pièges à loups. Et maintenant, quand on ferme la porte de la cabane, on ressent un sentiment de sécurité et d'espoir. Donc voilà, donc agent du bonheur, je me dis ça c'est vraiment un truc qui me plaît. Et comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être un truc que je devrais, vu la période actuelle géopolitique, c'est peut-être quelque chose que je devrais faire, enfin je devrais peut-être plutôt m'engager dans l'armée, mais j'ai été checker sur le site du recrutement des armées et il n'y a pas Happiness Manager. Donc je le fais en freelance pour l'instant. Mais c'est gratuit, pareil, donc voilà. Le business model n'est pas très pérenne encore pour l'instant, mais ça avance. En tout cas, ça me permet de parler à des gens. Madame, ça va ? Oui. Est-ce que sur une échelle de 1 à 10, à combien vous vous estimez heureuse ? 6 ? 6, c'est pas mal, 6. Chez vous, vous avez combien de vaches ? C'est la question qu'ils posent dans le documentaire au Bhoutan. Vous leur racontez vachement là du coup, mais c'est mauvais jeu de mots. Mais non, mais chez vous, vous habitez où ? Très bien. Donc vous avez combien de vaches chez vous ? 0. Allez, avouez. Ouais, vous devez avoir des poules alors du coup. Vous avez combien de poules chez vous ? Non plus. Vous avez combien de chèvres, c'est ça ? 0. Bah voilà, donc c'est toujours pareil. À chaque fois que je demande dans Paris, c'est toujours ce genre de truc. Mais du coup, je me dis qu'on doit avoir, nous, des possessions qui sont un peu différentes et qui sont liées au bonheur. Donc chez vous, vous avez combien de smartphones ? 2. Et vous avez combien de followers sur Instagram ? 3 millions. On fait une story tout à l'heure ensemble ? Super. N'hésitez pas à nous taguer. Et donc voilà, donc je me dis, en tout cas, le dernier recensement, c'est 93,6% des Bhoutanais sont heureux. Et c'est en hausse de 3,3%. Nous, on ne calcule pas directement le bonheur national, mais on a un chiffre, c'est 4,2 millions de Français ressentent fortement ou très fortement l'éco-anxiété. C'est aussi la solastalgie. Et on dit que quand on découvre l'ampleur du dérèglement climatique, c'est comme si on passait par toutes les étapes d'un deuil. Donc d'abord, il y a le déni, il y a la tristesse, puis il y a quelques étapes comme ça jusqu'à l'acceptation. Et moi, dans les étapes du deuil, je suis pile au moment où je m'en bats les couilles. Je ne suis pas anxieux du dérèglement climatique parce que je sais qu'on n'y arrivera jamais. On n'arrivera jamais à se mettre tous d'accord pour aller dans la même direction et sauver la planète. Il y a des scientifiques aujourd'hui qui disent que notre situation par rapport au dérèglement climatique, c'est comme si on était tous dans une pirogue qui avance vers le haut d'une énorme chute d'eau, et si on fait rien, on va se cracher. Mais on peut encore s'en sortir en rejoignant la berge si on rame dès maintenant, de manière coordonnée, dans la même direction et tous ensemble. Et pour moi, ça ressemble plus à c'est un Belge, un Chinois et un Américain qui sont dans un bateau. Et ce genre de vanne, ça finit jamais par... Et ils se sont tous mis d'accord pour réduire leurs émissions de CO2 et ils ont sauvé la planète. Donc voilà, agent du bonheur, en plus, j'ai l'impression qu'atteindre le bonheur dans nos sociétés, c'est quand même un truc qui est jamais très loin. Je sais pas si vous avez déjà dit ça, mais vous êtes au soleil comme ça et vous dites, là on est bien,
mais on serait vraiment parfait si un mec débarquait de nulle part et nous amenait un verre de rosé. Je sais pas s'il y a des gens qui se sont déjà... Vous riez, madame, derrière, vous vous êtes dit ça vous, je pense. Et ouais, vous vous êtes dit ça. Et du coup, et moi, j'essaye d'être ce mec-là, voilà, d'être ce gars-là qui apporte le verre de rosé. L'autre jour, 10h du mat, je vois un mec, il est comme ça au soleil et tout. Et là, je me dis, putain, lui, il serait vraiment trop heureux si je lui amenais un café. Donc, je vais dans un café. Le problème, c'est qu'arrivé sur place, je demande au serveur s'il est heureux. Il me dit que non. Et du coup, bah, je le prends parce qu'il est en plein rush, je sais pas quoi. Donc, je le prends et je vais le mettre au soleil à côté du premier mec. Donc là, du coup, il me fallait 2 cafés. Donc c'est ça aussi. Attention chez vous, parce que en ce moment, comme je disais tout à l'heure, le gouvernement français n'a pas encore créé de poste de fonctionnaire d'agent du bonheur. Donc on manque cruellement de moyens. Et faites pas ça chez vous, parce que ça peut vite être sans fin, ce truc. Mais en tout cas, si j'étais ministre du bonheur en France, on peut rêver, hein, c'est un sketch, hein, je ferais ça, moi. Je paierais des mecs qui débarquent pile au bon moment et qui apportent le verre de rosé, le café, la bière, le truc. Et chez nous, je pense qu'en France, le bonheur, généralement, atteindre le bonheur, c'est sous forme d'un truc à boire. Nous, on est là de la civilisation, généralement, c'est ça. Et chez nous, le bonheur, il est liquide, hein, donc c'est bon. Sauf quand il pleut. Nous, il pleut, on râle. Moi, je râle quand il pleut. Mais on est écolo, alors on se dit, ça doit bien servir à quelque chose. Mais on s'en fout en vrai, mais on n'est juste pas content qu'il pleuve. Mais en tout cas, là, voilà, je suis bien avec vous. Là, je crois que je pourrais même dire que je suis heureux. Enfin, je vais aller boire un truc quand même. Merci de m'avoir écouté. C'est un grand moment pour moi. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Valérie Masson-Delmotte. Merci Mathieu, merci et merci de m'avoir invité à venir ce soir. Et je dois dire, quand j'ai eu l'invitation, j'étais vraiment perplexe. Inviter une climatologue maintenant pour faire rire, est-ce vraiment une bonne idée ? Hier soir, quand j'en ai parlé avec mon mari Marc, parce que j'ai préparé ça hier soir, sa réaction a confirmé mes doutes. Toi, faire rire, il n'y a pas une erreur de casting. C'est important, hein, la franchise dans un couple. Hein. Merci Marc. En ce moment, je travaille à la réactualisation des indicateurs clés de l'état du climat et de l'influence humaine, avec les mêmes jeux de données et méthodes qui avaient été évalués dans le dernier rapport du GIEC en 2021, mais cette fois jusqu'en 2024. Donc la fausse question soulignée tout à l'heure par Magali. Alors vous le savez, l'année 2024, ça a été l'année la plus chaude enregistrée, pour la première fois 1,5 degré de plus que le niveau 1850-1900. Est-ce que parler du réchauffement, ça aide à chauffer une salle ? Alors notre compréhension de la situation, c'est que le réchauffement dû à l'influence humaine se poursuit à un rythme encore plus rapide. C'est une publication qui est en cours de relecture, publique d'ici le mois de juin, je l'espère. Donc au niveau mondial, les émissions de gaz à effet de serre continuent à monter, plus lentement qu'avant, et donc leur effet réchauffant continue à augmenter. Premier effet. En même temps, les actions pour améliorer la qualité de l'air ont commencé à réduire les rejets de particules de pollution dans certaines régions du monde, ce qui fait qu'on perd une partie de leur effet parasol, refroidissant. Moins d'effet parasol, c'est mieux pour ce qu'on respire, mais ça réchauffe davantage, boum, le double effet qui se coule. Et puis en 2024, en plus de l'accumulation de chaleur dans le climat due aux activités humaines, qui atteint maintenant 1,36 degrés jusqu'à fin 2024, c'est superposé à un coup de chaud supplémentaire dû à la variabilité naturelle du climat, notamment l'événement El Niño dans les tropiques, et puis la variabilité de l'océan Atlantique Nord, boum boum. Donc en fait, l'année record 2024, c'est une année banale, dans un monde déjà 1,36 degrés plus chaud, et puis les dernières années qui s'inscrivent dans une trajectoire de réchauffement qu'on avait bien anticipée depuis des années, des dizaines d'années, sur la base des modélisations du climat. Alors quand je présente ça, les projections climatiques, les risques, les leviers d'action, l'état de l'action pour le climat dans le monde, souvent les personnes qui sont là dans la salle comme vous, à la fin, me remercient. Et plusieurs fois récemment, on m'a dit que j'étais rassurante. On vit vraiment dans un monde étrange pour qu'on trouve cet état des lieux rassurant. Alors pourquoi est-ce que je suis rassurante ? En fait, on m'a dit que c'est parce que je suis debout. Stand up ! Je suis debout, je continue à m'exprimer clairement avec une approche factuelle, scientifique, dans un contexte un peu bizarre, dans un contexte de désinformation, de déni et d'obstruction inédite.
Mathieu, est-ce pour cela que vous m'avez invité dans ce stand-up? Du coup, je me suis demandé, mais pourquoi ce contexte atroce? Pourquoi une telle obstruction aujourd'hui? Alors, regardons un peu les récentes connaissances scientifiques. Les États-Unis, premiers responsables du réchauffement à ce jour, historique, par leur profil d'émissions de gaz à effet de serre, suivi de l'Union européenne et de la Chine. Les 10% des personnes les plus riches dans le monde, pas mal aux États-Unis d'ailleurs, par leurs investissements, leur consommation, sont responsables de 2/3 du réchauffement des dernières décennies. Tiens. Chaque supermajor pétrolière, comme ExxonMobil, Chevron, BP, Saudi Aramco ou Gazprom, a dopé le réchauffement par les produits commercialisés, et donc ça a dopé des vagues de chaleur qui ont entraîné des dommages qu'on peut chiffrer, pour chacune d'entre elles, 1 500 à 2 000 milliards de dollars. Ce constat scientifique sur les responsabilités vis-à-vis du changement climatique, il est clair. Il est très clair. N'est-il pas trop clair? Les émissions de gaz à effet de serre diminuent déjà en France, comme dans 22 pays. Et on sait quelles sont les politiques publiques qui fonctionnent. On sait que meilleure est la qualité de la vie démocratique, meilleure est l'efficacité de l'action pour le climat dans le monde. Aux États-Unis, les émissions baissent depuis 2005. Et les progrès de l'efficacité énergétique, des technologies propres, elles permettent de réduire le besoin d'énergie fossile, tout en vivant bien. La capacité à agir est claire, très claire. N'est-elle pas trop claire? C'est simple en fait. Le diagnostic de responsabilité, la capacité à agir, pour certains, c'est ça la principale menace. Alban, Magali, vous avez parlé de trauma, d'éco-anxiété, mais vous vous trompez complètement. Le problème, ce n'est pas le changement climatique, les risques, les inégalités, la dégradation de l'environnement. Le problème, c'est la capacité à agir et c'est le constat scientifique. Donc aujourd'hui, l'obstruction brutale à l'action pour le climat du gouvernement américain, elle est structurée par un soutien à la consommation d'énergie, il y a une urgence énergétique, aux énergies fossiles, avec des actions efficaces pour freiner justement l'efficacité énergétique, pour freiner les technologies propres, pour remettre en cause le droit de l'environnement, et puis, tant qu'à faire, la destruction des sciences du climat. Et voilà, hop, comme un magicien qui sort un lapin de son chapeau, le nouveau tour de passe-passe cynique, pour ne plus avoir affaire aux conséquences des émissions de gaz à effet de serre, voilà la solution. En lien avec ce forum Météo et Climat. Arrêtez d'observer, arrêtez de comprendre, arrêtez de modéliser le changement climatique, rendre les jeux de données inaccessibles. En gros, se plonger la tête profondément dans le sable et attendre. Alors, être climatologue aux États-Unis en ce moment, c'est pas du tout rigolo en fait. Ça ressemble même à un cauchemar, notamment dans les agences fédérales, l'Agence Océan-Atmosphère, la NASA, l'Agence de protection de l'environnement. J'y ai en fait des collègues et des amis, je ne peux plus leur parler. Ils ont interdiction d'échanger librement avec des collègues d'autres pays. Quand les journalistes français me demandent de leur donner leurs contacts, ils n'ont pas le droit de répondre aux médias. Le premier séjour que j'ai fait scientifique aux États-Unis, c'était à New York, dans un laboratoire mixte de la NASA et de l'Université de Columbia, le GIS, mondialement connu pour ses travaux pionniers sur le fonctionnement du climat, son modèle de climat. En fait, ce qui s'est passé, c'est un arrêt brutal du paiement du bail des locaux de ce laboratoire. Plus de locaux pour travailler. Dans certains cas, c'est des licenciements brutaux, non justifiés, puis des réintégrations après des contentieux juridiques, puis à nouveau des licenciements. Alors on a essayé de les faire venir, nos collègues américains. Bon, avec les salaires français, c'est un peu compliqué quand même. Et puis des arrêts brutaux de financement sur la base de mots interdits. Alors les mots interdits, en fait, sciences du climat, changement climatique, risque climatique, adaptation, résilience, gaz à effet de serre, pollution, technologie propre ou inégalité environnementale. Ça vous fait pas rire? En fait, c'est drôle. Moi, tous les mots que j'utilise dans mon travail quotidien sont interdits. Toute la présentation que je viens de faire, en fait, à chaque phrase, on devrait faire bip. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler du bip, bip. Alors voilà, les émissions de bip ont continué à augmenter, mais on a des solutions et des bip propres. Et en plus, ça permet d'améliorer la bip de l'air. Bon. Cette obstruction est-elle restreinte aux États-Unis? Non, en fait. Elle est présente ici aussi de manière plus insidieuse, avec des réductions des moyens pour la recherche, pour la transition écologique, des reculs sur le droit de l'environnement. En ce moment, le Sénat, il essaie de reformuler les objectifs de réduction de gaz à effet de serre en les remplaçant par tend à plutôt que vise à réduire spécifiquement.
Donc toujours en fait, en France, en Europe, on a tendance à vouloir bien ignorer un certain nombre de faits scientifiques. L'aggravation des impacts, on n'en parle pas de débat, pas de mention du sujet. Et puis de plus en plus, on fait des acteurs de la protection de l'environnement, voire des scientifiques, de nouveaux boucs émissaires. Alors j'ai un jeu là que je vous propose. Imaginez que dans mon dos, j'ai une cible. Imaginez que vous avez des fléchettes. Je vous invite à vous faire du bien, en fait. N'hésitez pas. En fait, les scientifiques, on est là pour ça. On est le vecteur de frustration. Les rendements agricoles chutent parce que le climat change. Bam, le problème, c'est la protection de l'environnement. Et on peut l'appliquer à plein d'autres secteurs, en fait. Vos revenus stagnent, l'activité économique va mal. Boum, allez-y. On est là pour vous aider, en fait, à vous sentir mieux. C'est une manière de gérer les traumas, en fait. Voilà, je crois que j'ai compris pourquoi j'ai été invitée ce soir pour un stand-up, pas vraiment pour vous faire rire, sauf si vous aimez l'humour noir ou grinçant, mais pour vous inviter maintenant à vous lever. Pourquoi ? Stand-up, c'est aussi stand-up for science. C'est vous lever pour financer, avec vos impôts, soutenir, protéger la science et la liberté académique, qui sont des biens communs, précieux et fragiles, et qui sont aussi au fondement d'une démocratie étayée par des faits qui nourrissent en fait des délibérations. Et c'est cette liberté académique très précieuse qui me permet de vous parler librement ce soir. Merci de vous lever. Voilà. Et ça tombe bien. Donc vous avez bien compris. Merci de la rétroaction positive. Donc vous avez bien compris ici qu'il y a deux catégories d'interlocuteurs. Il y a les scientifiques qui lisent leurs notes, et puis il y a les vrais professionnels de l'humour. Donc j'ai chauffé la salle pour Ben. Merci. Merci Valérie. Des applaudissements pour Valérie, Magali, Alban, tout le monde. Je vais mettre mes affaires là. Bon, écoutez, je veux la même ovation en sortie de mon passage. Donc, je me présente, je m'appelle Ben. Moi, je suis humoriste et comédien. D'ailleurs, je me permets de reprendre la petite présentation de Mathieu tout à l'heure, parce que j'aimerais y apporter une petite correction. Il a dit, vous allez voir ce soir des experts du climat qui vont venir faire du stand-up. J'aurais personnellement préféré qu'ils disent des experts du climat et Ben. Ça m'aurait semblé plus honnête pour les trois précédents intervenants, et puis pour moi aussi, parce que c'est vrai que moi, je m'attache depuis de nombreuses années à être expert en absolument rien du tout. C'est vraiment quelque chose, je fais beaucoup d'efforts pour ça, quoi. J'ai vraiment, oui, il y a une méthode, je me lève jamais avant 10h30, 11h, je traîne jusqu'à 15h avec mon café, enfin voilà, je suis vraiment très appliqué dans l'idée d'être expert en absolument rien. Et voilà, je tiens à cette petite présentation, Mathieu. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire ? Que ça faisait sens pour moi quand on m'a demandé de venir faire du stand-up ici à l'Académie du Climat, parce que voilà, je trouvais que c'était cohérent avec ma démarche de sobriété. J'ai vu que les salons, il n'y avait pas moins de 6-7 mètres de hauteur sous plafond. Je me suis dit, voilà, ça va être simple à chauffer, tu vois. Au pire, on fera un stand-up au mois de mai, comme ça, voilà, c'est un moyen écologique de chauffer. Non, j'ai longtemps un peu culpabilisé, hésité à me définir comme écologiste. Je trouvais que c'était un peu prétentieux, j'avais peur d'être parfait, de pas être parfait, pardon, et Non mais c'est vrai parce que ça déclenche vachement d'hostilité parfois l'écologie. Tu as tout de suite des gens qui ont des préjugés quand tu te dis écolo, ils ont l'impression que l'écologie c'est un truc où tu es obligé de te laver avec de l'huile d'olive, de bouffer des graines, de te torcher avec des feuilles de laitue, tu vois. Alors, franchement, on peut complètement le faire avec de la Batavia, je veux dire, c'est pas du tout... Non, bah, après, c'est vrai qu'il faut être honnête, avec de la roquette, c'est quand même vachement plus compliqué. Non, mais c'est vrai que voilà, j'ai fait un spectacle pour ça, pour expliquer un petit peu la difficulté d'être... Il y a des freins, quoi, à l'écologie, c'est pas si simple que ça, tu vois, c'est... moi, je vois pas. C'est cher quand même. Par exemple, le manger bio, c'est cher. C'est un truc. Moi, je le vois. Je deviens radin, quoi. Non, mais c'est vrai. L'autre jour, j'ai un pote qui était à la maison qui dit ouais, je peux te prendre une pomme. Je dis non. Voilà. Là, à un moment, je veux dire, on va être bientôt 8 milliards, quoi. Tu vois, chacun ses pommes. À un moment, voilà. Tu veux une pomme, t'as qu'à t'en acheter, quoi. Puis c'est tout, quoi. Moi, l'autre jour, je me suis surpris à rappeler un copain. Pourtant, vraiment, je n'aime pas utiliser mon forfait.
Et je lui dis, mais écoute, je dis pas que c'est toi, mais voilà, n'empêche que depuis que vous êtes parti, bon, bah, il manque un yaourt. Voilà, c'est comme ça, quoi, tu vois. Mais ouais, je mange bio, j'essaie de faire attention à toute la manière dont je consomme. Et ça, c'est un truc qui me vaut d'avoir beaucoup de détracteurs. Parce que moi, je viens de... mes parents, par exemple, l'idée d'avoir une consommation responsable, c'est un truc, ça ne leur parle pas du tout. Non, parce que mes parents, ils appartiennent à cette génération qui s'est épanouie pendant les 30 Glorieuses. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les 30 Glorieuses. C'est cette époque formidable où il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas je sais pas, il y avait un taux de croissance comme ça qui semblait ne jamais s'arrêter. C'était un truc magique comme ça. Et c'est là un petit peu où il y a commencé à avoir des supermarchés. Avant, les gens, ils allaient au marché, tout simplement. Là, il commençait à avoir des supermarchés. Donc, les gens, ils découvraient, quoi. Ils disaient, ah, putain, formidable, un aspirateur, des yaourts, machin, des poêles anti-adhésives. Et ils repartaient avec des caddies comme ça, remplis de victuailles, tu vois. Et ils chargeaient tout comme ça dans le coffre de la voiture qui était garée sur le parking. Et il y avait une galerie marchande avec un petit restaurant où on prenait une bavette avec des frites, un petit pichet de Côte-du-Rhône comme ça. Et puis, en repartant, c'est vachement bien fait, il y a une station-service. Et là, ils mettaient 254 litres de gasoil dans la voiture. Et ils repartaient comme ça, coffre plein, estomac plein, réservoir plein, une clope dans la bagnole, les gamins derrière, 120 à l'heure en ville, et ils pensaient que ça pouvait durer comme ça. Ils se sont dit, voilà, ça c'est la modernité, tu vois, et voilà. Et donc moi j'essaye de leur expliquer, mais alors c'est un truc qu'il ne faut pas faire. Hein. Il ne faut jamais rentrer dans cette conversation avec des gens qui sont plus âgés que nous. Ça ne marche pas. Je veux dire, ils ne peuvent pas entendre. Ils ont toujours des arguments comme ça, très du genre. De toute façon, toi, tu crois que c'est bio parce que c'est écrit sur le paquet, mais en fait, ça veut rien dire. Parce qu'ils sont très friands de cette anecdote. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a quelques années, il y avait eu on avait parlé aux infos. Ils avaient trouvé de la viande de cheval dans des lasagnes. Vous savez, il y a des boîtes de lasagnes et tout ça. Et ils sont très clients de ça parce que. Et moi, j'ai une théorie sur la nourriture toute préparée, toute emballée, c'est que je pense qu'il ne faut pas manger des plats tout préparés parce que c'est des plats qui sont emballés dans du plastique. Et le plastique, comme chacun sait, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile à digérer. Si vous êtes sujet à des ballonnements, des trucs comme ça, le plastique, ou alors avec des épices, quoi, un peu préparées, mais sinon, c'est vraiment très compliqué. Ah oui, ils ont quoi d'autre aussi? Ils ont ouais, de toute façon, c'est pas parce que tu manges bio que tu vivras plus longtemps. Ça, c'est un argument, ils l'adorent celui-là. C'est pas parce que tu manges bio que tu vivras plus longtemps, ce qui est complètement vrai. Hein. C'est sûr, c'est pas parce qu'on mange bio qu'on va vivre plus longtemps. Enfin, si on est un tout petit peu concerné par le sujet, c'est pas pour ça qu'on le fait, a priori. Et moi, j'ai même envie de leur dire des fois, mais ouais, mais enfin, de toute façon, avec le vieillissement de la population et la difficulté pour financer les retraites, a priori, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Tu vois ? Et là, en général, la discussion s'arrête parce qu'après, ils n'ont plus d'arguments. Alors, mon père, qui est d'une mauvaise foi incroyable, va voir à la cave pour voir s'il ne reste pas des arguments dans un carton et remonte avec des affaires de ski, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'arguments dans les cartons. Ça, c'est des trucs comme ça. Voilà, quand il n'y a plus d'arguments, il n'y a plus d'arguments. Il faut s'arrêter. Ça, c'est comme je sais pas, il y a des trucs comme ça, il n'y en a pas. Les gens disent, il n'y a plus de saison. Ben non, il n'y a plus de saison. Voilà, il y en avait 4, on a tout mangé, c'est fini, il n'y en a plus, c'est comme ça. Voilà, il y a des trucs, il n'y en a plus. C'est que des yaourts, il y en a. Ça, il y en a plein. Tu vois, il y en a trop d'ailleurs. Il y en a trop, c'est n'importe quoi. Le jour, je suis allé à Auchan, il y avait un rayon de yaourts. Écoutez, c'est n'importe quoi. Il y a des yaourts à des fruits. Ils existent en yaourt, ils n'existent pas en fruits. C'est quand même c'est le signe qu'il y a trop de yaourts, vraiment quoi. Non, mais voilà, j'ai une théorie sur la vie. Moi, j'essaye de faire attention à ce que je mange parce que je ne sais pas si ça se voit, mais enfin bon, voilà, j'ai eu 45 ans et j'ai une théorie sur la vie. C'est-à-dire que je pense que si la vie, c'était une seule journée, j'ai l'impression qu'une fois qu'on a atteint la quarantaine, on sait que la matinée est foutue un peu quand même. Tu vois. Et moi, j'ai envie que l'après-midi dure encore un peu. Tu vois. J'ai envie que ça soit le mois de juillet, j'ai envie que ça traîne en longueur, cette histoire. Donc, j'essaye de faire attention à ce que je mange. Tu vois, mais j'essaye de ne pas tomber non plus dans le côté complètement psychopathe du truc. C'est un peu le risque quand on commence à faire attention à ce qu'on mange. Il peut y avoir le côté un peu psychorigide, mais je pense pas être comme ça. Tu vois, un jour, j'étais dans un restaurant libanais, parce que j'adore la cuisine libanaise, et il y a la patronne qui m'apporte mon assiette, comme ça, elle m'apporte un petit mezze avec du houmous. J'adore le houmous, ça fait rire Mathieu. Et je me dis, putain, je vais me régaler et tout, tu vois. Et elle commence à me parler des problèmes qu'il y a au Liban. Et moi, j'avais envie de manger. J'avais vraiment envie de manger, mais je me dis, bon, sois pas sauvage. Tu vois, elle me parle de la corruption et tout ça. Je me dis, bon, sois pas sauvage, fais semblant de t'intéresser, pose-lui des questions. Donc je lui dis, mais malgré cette corruption, est-ce que je peux avoir une part de tarte aux pommes ? Parce qu'on est
on est quand même dans un restaurant à la base. Hein, je veux dire, si je peux éviter une crise diplomatique en allant au Liban, c'est très bien. Si je peux éviter une crise d'hypoglycémie dans le resto, c'est quand même vachement mieux, quoi. Enfin voilà, je fais attention à ce que je mange, à ce que je consomme. Bonsoir, ça va? Ça vient de commencer. Vraiment, vous avez quasiment rien raté. Non, j'essaye de faire attention à ce que je consomme. Par exemple, quand je vais faire les courses l'autre jour, je passe devant un truc, je vois qu'il y a des avocats et je vois qu'ils viennent du Pérou. Et je me dis, mais putain, mais on est où, quoi? On est en France, tu vois? Des avocats, il y en a plein les tribunaux ici. Bon, ok, c'est pas la meilleure blague de la soirée, mais c'est vrai. Je suis désolé, c'est vrai. Si vous prenez Éric Dupond-Moretti, l'ancien ministre de la Justice, ce monsieur, il est avocat à la base. Ah, c'est un très très gros avocat. Au propre comme au figuré. Hein. Je veux dire, c'est vraiment un énorme avocat. Bon, et ben lui, quand il sera vraiment bien mûr, je pense qu'on peut faire du guacamole pour toute la région Île-de-France. Alors moi, c'est vraiment ma blague préférée. Hein. Je fais ce métier maintenant, je continue, c'est vraiment juste pour faire cette blague. Je continue quand même, c'est le contrat, mais c'était vraiment tout ce que je voulais dire ce soir. Non, je fais attention à ce que je mange, voilà, et oui, je suis devenu végétarien depuis quelques années, je sais pas, ça va faire 3-4 ans, et ça c'est un truc, c'est bizarre quand tu deviens végétarien, parce que tu es obligé de le dire, tu es obligé et moi quand je l'ai dit, mes amis, ils m'ont fait peur, ils m'ont dit « végétarien, des carences, des malaises, du fer, tu sais, moi je pensais que junkie c'était hyper dangereux, et là je m'aperçois que végétarien c'est chaud, hein, déjà. C'est compliqué, il faut se méfier des opiacés et des topinambours apparemment, bon je sais pas. Non mais ça va, il y a pas de problème, j'ai pas eu de carence, j'ai pas eu de malaise, j'ai pas de trucs comme ça, c'est juste que c'est vrai qu'il y a toujours ce moment où tu es à table avec des gens et tu es obligé de dire, il faut prévenir tout le monde, tu es obligé de dire oui désolé, moi je mange pas de viande. Alors je sais pas pourquoi en France les gens systématiquement, c'est toujours la même réponse, tu manges pas de viande? Pas de problème, on a du poulet si tu veux. Donc les gens pensent que le poulet c'est un fruit visiblement. J'attends vraiment ce moment où on va me dire écoute, on a fait un potager cette année, on a planté des poulets là. On a eu peur, hein, ce qui n'a pas plu, mais bon, on a bien arrosé, puis finalement, ça a pris, quoi. Ouais, et bon, ça n'a rien à voir, mais dans ma quête de santé, de durabilité, je ne bois plus d'alcool. Quasiment plus d'alcool. Il faut bien s'entendre sur quasiment, évidemment, mais je veux dire, non, mais quasiment plus d'alcool. Voilà, je bois quasiment plus d'alcool. C'est simple, je bois plus que du vin rouge. Voilà. Non, je veux dire, je bois de l'eau, du café, des trucs comme ça, mais je veux dire, si je bois de l'alcool, c'est juste du vin rouge, c'est ça que je veux dire. Mais très peu, vraiment très très peu, en toute petite quantité. Et uniquement si c'est du vin rouge, bien sûr, biologique, naturel, vraiment zéro. Parce que je ne sais pas s'il y a des amateurs de vin dans la salle, mais il faut savoir que le vin rouge, quand il est fait avec des pesticides, des produits chimiques, tout ça, on appelle ça du Bordeaux en général, directement. Et vous regarderez bien les gens qui boivent du Bordeaux, je m'en suis rendu compte, très souvent les gens qui boivent du Bordeaux, c'est les mêmes qui jouent au golf et qui font des investissements en loi Pinel. Parce qu'ils ont une passion pour l'aventure. Allez, on arrête de se foutre de leur gueule. Non, parce qu'il y en a toujours un dans la salle qui vient matin. La dernière fois, j'ai failli me faire casser la figure. Il y a vraiment un gars je pense que c'était un Bordelais, tu vois, un peu gaillard, gascon, comme ça, qui m'a attendu à la fin du spectacle. Et il me dit « Ouais, moi je bois du Bordeaux, j'avais l'impression que tu te foutais de ma gueule et tout. » Je savais plus où me mettre. Je me suis dit, bon, il faut vite réécrire ce passage du spectacle, tu vois, parce que moi, dans ma tête, c'est vraiment très clair que je me foutais de sa gueule et je veux pas qu'il y ait de... C'est important pour moi qu'il n'y ait pas de doute là-dessus, quoi. Je veux lever toutes les ambiguïtés sur le sujet, quoi. Mais c'est que des blagues, hein. Je fais vraiment que des blagues, quoi. Mais pour finir, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? C'est vrai qu'on peut vite être plombé quand on parle d'écologie, parce que voilà, ils l'ont dit mieux que moi, il y a quand même pas mal de signaux un petit peu alarmants. Mais je pense malgré tout qu'il faut rester optimiste parce que on n'est pas loin. En vrai, on est... Non, on n'est pas loin. C'est juste qu'il faudrait... Il y a un truc, sinon on ne serait pas là. Vous ne seriez pas là, on serait pas là. On ne serait pas tous ensemble. Il n'y aurait pas des gens comme Magali, comme Valérie, comme Alban. Il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas l'Académie du climat. Donc il y a un truc, c'est juste qu'il faut que ça touche tout le monde, tu vois. Il faudrait que des gars comme Poutine, il faudrait qu'il arrive un matin au G20 qui dise « Putain, les mecs, je viens de lire les 4 accords Toltec, ça m'a complètement retourné. » Du coup, je laisse tomber l'Ukraine, on va racheter un mot en Dordogne avec ma femme, on va faire de la permaculture. J'ai vu tout ça sur YouTube pour fabriquer des déodorants soi-même. Parce que, faut pas rêver, il perdra jamais son accent d'un seul coup, tu vois, mais moi j'y crois. Faut bien vous dire qu'on a survécu au XXe siècle. Réfléchissez bien. C'est quand même un truc de fou, parce qu'il y a eu des tarés dans l'histoire de l'humanité, mais au XXe siècle, il y avait une belle équipe.
C'est pas terminé, je suis d'accord avec vous, il y a encore des gus qui s'entraînent, mais je sais pas pourquoi. Je suis vachement plus optimiste qu'avant. Tu vois, là, c'est un truc, c'est pas très cohérent parce que maintenant, je commence à perdre mes cheveux, j'ai un peu de mal à me baisser et tout ça, mais je suis, tu vois, je pourrais pas me suicider, par exemple, aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un truc de jeune, d'ailleurs, le suicide. Il n'y a pas de boulot, ma copine m'a largué, il va me suicider, connard. Je peux t'assurer que quand tu vas commencer à perdre tes cheveux, à recevoir tes points retraite par la poste, t'auras pas envie de crever, mon grand. Tu vas prier pour que ça continue et puis c'est tout, voilà. Alors des fois on me dit non mais toi c'est parce que tu dis ça mais c'est parce que t'es pas à la rue, mais je vous assure que même si j'étais à la rue je pourrais pas me suicider, je me dirais bon bah oui voilà je suis à la rue aujourd'hui mais j'en sais rien, tu vois, le mois prochain ça se trouve c'est l'anniversaire à Guillaume, il va faire un cheesecake, on va se déchirer le bide et puis voilà quoi. Je ne pourrais pas me suicider, ou alors il faudrait oui vraiment que Guillaume annule le cheesecake, tu vois, et encore je me dirais de toute façon puisque tout est foutu tente un truc quoi, tu vois, essaye de manger Guillaume, j'en sais rien, enfin il y a forcément une solution à trouver, mais c'est vrai que j'ai toujours eu une vision un peu pas pessimiste, mais enfin, en fait, je m'étais jamais vraiment imaginé vivre après 40 ans, en plus avec tous les problèmes qu'il y a liés à l'environnement et tout ça. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que je verrais pas le après 40, tu vois. Et donc là, maintenant, j'ai 45 et j'ai un côté un peu merde, ça continue, quoi. J'avais pas prévu, tu vois. Là, j'ai vraiment un côté comme ça, un côté un peu. Vous êtes sûr, ça continue, d'accord. C'est vraiment sûr, parce que j'ai mal au genou, j'avais pas avant. C'est normal, très bien. Et ben on continue avec le mal de genou. Puis moi, je culpabilise à fond, tu vois. Je culpabilise pour les générations qui arrivent, pour mes enfants. Je me dis, ouais, ça craint, on leur laisse un monde vraiment pas ouf et tout. Je suis pas bien, quoi. Et puis, mais je culpabilise même sans ça. Je culpabilise déjà juste parce que j'ai l'impression de ne pas mériter d'être encore en vie. Parce que j'ai fait vraiment plein de conneries quand j'étais plus jeune. Par exemple, conduire bourré, c'est vraiment très bête, ne le faites pas. Mais moi, quand j'étais gamin, j'habitais dans un bled, si vous voulez, dans les années 90, où personne n'avait une Tesla, mais tout le monde roulait en voiture autonome. C'était vraiment... C'est pas grave, vous l'aurez plus tard, les autres. J'ai un souvenir, un jour, il y a les mecs de la commune, donc c'est des fonctionnaires. Hein. Ils sont en train d'enlever les panneaux, les stops, les feux, les priorités, les machins, les trucs. Et je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Ils disent, ouais, de toute façon, personne ne les regarde, on va les refoutre au hangar. Et ça, c'est l'ambiance du village. Tu vois. Et c'est vrai que personne ne les regardait, les panneaux, parce que tu avais vraiment tout le monde qui conduisait comme ça, quoi, tu vois. Pour ça m'a jamais impressionné, les gars qui font le Paris-Dakar. Je sais pas si ça existe encore, c'était vraiment un non-sens écologique, ce truc. Mais un jour, il y a un gars qui est venu me voir, soi-disant, qui a fait le Paris-Dakar, commençait à me raconter ses exploits. J'ai envie de lui dire, mais remballe, Coco, quoi. Essaye simplement de faire Pouilly-sur-Loire, Saint-Amand, à 4h du matin, au mois de janvier, avec 3 grammes dans chaque oreille, dans une Ford Fiesta qui ne passe pas au contrôle technique. Et là, on verra, c'était un pilote, bitch, ok? J'ai une bande de potes, moi c'était un cauchemar, on était une vingtaine, on habitait dans un coin paumé, pour sortir, il fallait faire au moins 70 km sur des départementales meurtrières, et on voulait s'ambiancer, mais on n'avait pas d'argent, donc on allait à Esso, on achetait tout ce qu'il y avait de moins cher, et c'est-à-dire, moi j'ai déjà bu de la blanquette de veau, quoi, tu vois. Et il y avait un seul gars dans ma bande qui buvait pas d'alcool, c'est le seul de la bande qui a eu un accident de voiture, sans déconner. Avouer que la vie est injuste, quoi, tu vois. C'est-à-dire que moi, je compte même plus les fois où je suis rentré dans un état vraiment très proche de l'Ohio, il m'est jamais rien arrivé. En fait, en écrivant ça, j'ai réfléchi, je me suis dit, si, il y a une fois vraiment, on peut dire que j'ai frôlé la mort, c'était au yoga la semaine dernière. On a fait la posture du pigeon, mais je crois que j'allais crever, quoi. Mais c'est pas juste, parce que si j'étais mort sur les départementales, il y aurait eu, c'est pas que j'en avais envie, mais au moins il y aurait eu une cohérence, tu vois. Quelqu'un m'aurait retrouvé, aurait appelé mes parents, leur a dit, bon, bah voilà, il s'est pris un arbre, il allait trop vite, machin. Mes parents se seraient effondrés, j'imagine, mais putain, si je crée à 40 ans d'un cours de yoga, quoi, c'est ridicule, tu vois. C'est ridicule, mais il y a quand même quelqu'un qui va devoir prévenir mes parents et se justifier un peu, tu vois, qui va dire, écoutez, je comprends pas, c'est pas un cours très difficile, voilà, et quand même pas mal de retraités. J'aurais demandé de faire la posture du pigeon, et là, Madame de la Marque s'est aperçue qu'il bougeait plus, voilà. Ça, je ne sais même pas si ma mère arrivera à pleurer, tu vois, je pense qu'après, sans déconner. Et mon père, je le connais, il aura honte. Mon père, il dira, j'en ai rien à foutre, on le dit à personne. C'était un artiste, là, on n'a qu'à dire qu'il avait le sida, et puis voilà, hein, c'est bon. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus. C'est-à-dire que mon père me considère comme un artiste, ça me touche quand même beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est la fin de la première partie. On passe tout de suite à la deuxième partie. On va installer des choses, on va jouer avec le collectif Les Jeux sont ouverts, on va se dépêcher. Et pour ça, déjà vous pouvez réapplaudir Ben et le faire venir. Je vais faire venir Ben.
et Magali Regueza. Est-ce que tu peux prendre un micro? Je peux les mettre sur les scènes? Sur la scène? Ça marche ou pas? Très bien. Je vais juste chercher mes affaires. Vas-y. Magali, tu peux t'asseoir là. Il y a l'équipe du bois. Je sais pas si c'est... Je vais le prendre et je vais le mettre sur scène. T'as 46 ans? Tu les fais pas. Ben, tu reviens et tu peux revenir. Et je vais... Donc déjà, prenez un micro. Est-ce que tu as un micro? Est-ce que ça marche? Comment ça marche? Yes. Est-ce que ça marche? Ça marche? Non. Allô? Ça marche. Non, c'est pas parce que tu t'entends que là que ça marche. Comment ça marche, mesdames et messieurs, au fond? J'arrive pas à l'allumer. Très bien. Il marche le tien ou pas? Oui, il fonctionne, je sais pas. Tu sais allumer? Ah non, toi. Ah, ça marche. 1, 2, oui, Bon. ça marche. Là, ça marche. 1, 2, 1, 2. Ouais, super. Très bien. Eh ben, Ben, est-ce que tu peux t'asseoir à côté de Magali? Vous êtes Plaisir. ensemble dans l'équipe et vous devez déjà trouver un nom d'équipe. Ok. Un nom d'équipe, ok. Faut qu'on te le dise tout de suite. Oui. On a plusieurs jours pour Oui. réfléchir. Alors, un nom d'équipe. Vous avez une idée? Pardon, les houmous, un truc comme ça, non? Ouais. Comme ça Ouais, La Hummus Team. voilà, c'est bien. Eh ben, ça te va, Magali? Oh, bah bon. Allez, très bien. Et donc maintenant, on va accueillir Valérie Masson-Delmotte et Alban Lotte. Hop, est-ce que ça marche? Essaye lui. 1, 2, 1, 2. Ouais, nickel. Valérie, c'est bon. 1, 2, 1, 2. Et donc, c'est bon. Et donc, voilà, c'est parfait. Donc, on joue avec... Les jeux sont ouverts, c'est un collectif. On va présenter au fur et à mesure les deux personnes qui ont fait ça. C'est Valentin Lemaire et Yanis Chéniaud. Ils sont tout au bout là-bas. Et on... Faut les applaudir. Donc c'est le premier jeu télé 100% écolo, ils me font dire ça, mais en vrai on n'est pas à la télé là. Et donc c'est une initiative de l'association des shifters, les bénévoles du Shift Project. C'est parti on commence avec la manche tour de chauffe. Ah oui, pardon. Est-ce que Valérie et Alban, je vous ai pas demandé c'est quoi votre nom d'équipe? Le cumulonimbus. C'est quoi? Le cumulonimbus. Les cumulonimbus. Donc les cumulonimbus contre les Hummus Team, c'est ça? C'est ça. C'est ça, c'est parfait. Et donc on commence avec la première manche, donc tour de chauffe. Je vais vous poser à chacun des questions avec 4 propositions de réponse. Il y aura 6 questions en tout, 2 points par bonne réponse. Et on commence avec vous, les Hummus Team. Manche 1, question 1. Magali et Ben, on commence par une question étymologie. Le mot canicule vient du latin canicula, qui signifie sale porc, réponse A. Petite chienne, réponse B. Gros thon, réponse C. Ou vieux mollusque, réponse D. J'ose pas le dire, mais Petite chienne. petite chienne. Ah ben d'accord, sans concertation. Vous êtes sûr, c'est votre dernier mot? Oui. Ouais. Et donc c'est une bonne réponse, bravo. Comment vous savez si bien ça? Franchement, moi, je le savais pas. je vais vraiment être honnête. D'accord. Oui, t'as pris la parole à côté de l'expert, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ça va être beaucoup ça, je pense. Oui, ce je soir. pense aussi, ouais. Donc canicula. Donc tu veux expliquer, Magali? Ah non, enfin. Ah oui, d'accord. non. Pourquoi je le sais? Oui, déjà. Parce que moi j'ai fait du latin dans ma jeunesse. Ah ouais, d'accord, donc, oui, oui, j'ai d'accord. fait des lettres, alors forcément, avant de Ah, mais faire moi de la aussi, j'ai géo, fait du latin, mais tu te souviens pas tout ce que tu as fait avant. Mais comme ça, d'accord. Bah, Très bien. ouais, enfin. puis On c'est- travaille pas tous au. Ah, en même temps, par déduction, tu vois. Ouais. Ouais. Il y a Non, canis vieux dedans. mollusque. Canis dedans. Je crois que c'est ça, ouais. Bravo. Et donc Canicula était l'ancien nom de l'étoile Sirius dans la constellation du Grand Chien. Dans l'Antiquité, la période la plus chaude a été de l'été, correspondait à l'apparition de cette étoile dans le ciel, d'où terme canicula pour désigner une forte chaleur. Yanis. Voilà, alors quand il va entendre ce bruit, c'est que Yanis va prendre la parole. C'est une sorte de voix off, mais qui est en fait au fond. On me voit, effectivement. Et depuis 1980, on observe 4 fois plus de jours de canicule cette dernière décennie, d'où l'importance de nous adapter au plus vite au changement climatique.
D'ailleurs, là, si vous avez envie de réagir à un truc, vous pouvez le faire sans problème. Hein, Oui, nous on pense qu'il ne faut pas s'adapter, qu'il faut atténuer. D'accord. Voilà. Là, c'est vraiment encore. Oui, mais oui. C'est pas une idée qui vient de moi encore. Mais... Est-ce que tu peux nous donner 2 exemples d'adaptation ou d'atténuation, Ben? Bah, adaptation, ça voudrait dire ouais, en fait, j'aime bien quand il fait chaud. Ouais, c'est ça. Acclimatation, voilà. Ouais. Et atténuer, c'est-à-dire entreprendre un certain nombre d'actions pour que la courbe s'inverse. Et comment on appelle la climatisation? C'est quoi des deux? La Je vais climatisation. faire bondir ta voisine de gauche. Ça s'appelle comment? C'est une adaptation ou une atténuation, la clim? Ah, la climatisation, c'est clairement une adaptation. Presque. Non, c'est une aggravation. C'est une malle. C'est une boucle de rétrocession. Écoute, elle a le terme. Une boucle rétroactive de. Radioactive. Ouais. Ça y est, je l'ai dit, j'ai parlé du truc qui fâche. Ouais, c'est une maladaptation. Voilà, une Ça maladaptation. dépend, mais Non, moi, ça présente un risque de maladaptation. Ouais. Faut être. Très bien. Manche 1, question 2 pour les cumulonimbus, c'est ça? C'est ça. Cumulonimbus, pour le film Don't Look Up, qu'a fait Jennifer Lawrence pour se mettre dans la peau d'une activiste? J'ai pas vu le film. C'est pas ça. Là. Ah, Tu déçois l'audience, là. non, mais la chance, regarde-le, il est super. J'adorerais Oui, pas l'avoir vu. Oh, t'as jamais vu Game of Thrones, mais t'as de la chance, tu vas pouvoir découvrir. T'es comme Mais ça, ouais. toi. Et donc, A, elle s'est fait coacher par Greta Thunberg. B, elle a lu un rapport du GIEC en entier. Qui ferait ça, Valérie, tu crois? Et C, elle a infiltré Extinction Rebellion. Ou D, elle a fumé des grosses plifs. C'est à vous de répondre. Hein. Et on est censé répondre à ça? Exactement. Aucune idée de Valérie. Coaché par Greta Thunberg. Et c'est une mauvaise réponse. C'est moi qui annonce ça? C'est une mauvaise réponse. Elle a fumé des grosses plifs pour être dans le même état que son personnage d'étudiante sujette aux crises d'angoisse qu'elle calme avec de la marijuana. Ouais. Jennifer Lawrence a bel et bien fumé des grosses plifs pendant le tournage de Don't Look Up. Ben, c'est vrai que si t'as pas vu le film, du coup, tu peux pas. Enfin, c'est compliqué à savoir. Ouais, Oui, enfin, c'est moi ça. j'avais vu le film, mais j'ai oublié. En Ah, fait. C'est- ouais. Et est-ce que c'est Parce qu'en fait, elle joue pas une activiste, elle joue une scientifique. C'est ça qui m'a troublée dans la question. La question est fausse. Ouh. Wow, wow, wow. Alors, ça répond quoi au fond? On peut être les deux. Très bien. Et Yanis, tu veux parler de 3,7% de quelque chose? Non, mais l'occasion de vous rappeler un chiffre. La production d'1 kilo de fleurs de cannabis séchées produites en intérieur serait à l'origine de près de 2300 à 5200 kilos de CO2. Donc c'est pas négligeable. Et si on parle du film sur la désinformation, l'occasion de vous rappeler un chiffre qui est sorti de l'Observatoire des médias sur l'écologie. La part du contenu des enjeux écologiques dans les médias est de 3,7% en 2024, un chiffre qui est en baisse de près de 30% par rapport à 2023. Et pendant l'interview d'Emmanuel Macron ce mardi, l'écologie a occupé à peine 5 minutes de temps sur plus de 3 heures d'émission. Joie et bonheur. Traumatisme. Quelque chose à dire, Valérie, là-dessus? Non, mais on m'avait demandé d'écrire une fin à Don't Look Up parce que j'avais fait un tweet qui commentait le film qui a été très vu. En fait, c'est le tweet le plus vu à l'époque de tous ceux que j'avais fait, ce qui est quand même assez déprimant quand on essaie de partager des connaissances scientifiques. C'est clair. C'est clair. Et donc, manche 1, question 3 pour les Hummus Team. On regarde un extrait du film L'aile ou la cuisse. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien. Château Léoville-Lascaz, 1953. Si Louis de Funès goûtait aujourd'hui un château Léoville-Lascaz 2025, comment serait-il? Réponse A. C'est désormais un vin blanc. Réponse B. Il est plus tannique. Réponse C. Il n'existe plus. Sa production a été relocalisée dans le Saumur. Ou réponse D. Son degré d'alcool a baissé de 2 degrés. De Funès pourrait s'enfiler une barrique entière. Le D. Le D, tu penses? Ouais. Son degré a baissé. Le B, il est plus tannique.
pas B, c'est B. Moi, j'aurais dit B, mais... Ouais, le B, allez. B. On B. l'aide, B. Mathieu, tu... Pardon. Excuse-moi, vous avez dit quoi? Alors, Pardon. Magali, Il n'y a pas aurait bien, consensus. elle était plus sur D, et Ouais. je sais pas, moi, D, je le sens pas. j'ai Toi, tu l'impression dirais quoi, toi? Moi, j'aurais dit B. Non, non, ça monte, attends. Vous pouvez vous engueuler. Ça hein. monte. Non, non, c'est B, pardon. Ouais, c'est les- B, parce que ouais, ça monte, ça monte. l'alcool, il monte. Ouais, ouais. Ça arrache. Toi, tu avais aussi une explication scientifique derrière? Non, je sais que les degrés d'alcool montent parce que le raisin mûrit trop, c'est ça? Il y a plus de sucre. Il y a plus de sucre, ouais. Donc vous dites réponse B. B, et c'est une bonne réponse. Allez! Allez! Grosse fierté dans les yeux de Ben. T'as pas écouté l'expert, c'est très bien. Donc le château Léoville-Lascaz a déjà commencé à s'adapter au changement climatique en faisant entrer de moins en moins de merlot dans sa composition, au profit du Cabernet Sauvignon qui mûrit mieux sous un climat plus chaud. Cela rend le vin plus tannique. Élément à plus de degrés, je vais peut-être pas le dire tout ça. Question 4 au cumulonimbus. Que fait Ben au quotidien pour économiser de l'eau? Ah ouais, c'est moi. Réponse A. Il filtre son urine. Réponse B. Il pratique le co-baignoirage. Réponse C. Il ne boit que du château Lascaz. Réponse D. Il tire la chasse 1 jour sur 2. Est-ce que ça réveille des souvenirs? Plusieurs. Plusieurs. Au moins 4. Au moins 4. Ça dit quoi les cumulonimbus? Alors en fait, Vous pouvez, on pense brainstormer dans le micro, ce sera beaucoup après plus drôle. délibération, on pense que c'est un piège et qu'il y a 2 réponses, Non, c'est non déjà. voire 3 réponses. Non, non, mais ça, c'est le GIEC, en fait. Tu sais, elle a des degrés Ouais, de les quatre. confiance. Ouais, c'est ça. Déjà Valérie, est-ce que la question est bonne? Parce que déjà tu nous as bâché la question d'avant. Alors en fait, dans son intervention tout à l'heure, Ben n'était pas explicite sur la volée eau. Il a expliqué qu'en fait, il ne buvait plus d'alcool sauf du vin. Donc ça, c'était un indice en fait sur une des réponses. Ouais. Mais il a aussi dit qu'il buvait de l'eau. Donc en fait, c'est un piège. Ouais, ouais. Moi, je suis. C'est-à-dire que je ne sais pas à quoi il fait référence vraiment Mathieu dans. Tu connais la réponse ou pas? Non. Tu te rappelles pas de la réponse? Non, j'ai pas le souvenir. C'est Enfin bon, excellent. bref. C'est excellent, c'est excellent. Et ben, donc vous vous dites quoi alors? La réponse D. La réponse D, il tire la chasse 1 jour sur 2. Et c'est une mauvaise réponse. Alors en fait, là c'est une bonne réponse. La Et là mort. c'est une mauvaise réponse. Oh là Il y a quelqu'un dans la baignoire. Mais Bah tu vois bien, c'est du comédorage. Il se lave et s'en va. J'en ai pour 5 minutes. Mathieu Briard, il sort des doses Ça va, de c'est pas 2007. C'est les deux du fond justement. Et c'est quoi de 2000? C'est comment? C'est 2000 combien? Alors ça date de 2008, ce passage. C'est 2008. un extrait de la série Miss Green en 2008, une Oui. série canular de Zazon, 100% Exact. écolo, qui passait sur France 4. Ouais, putain, oh la vache. Mais en fait, prendre des bains pour économiser de l'eau, c'est un peu contradictoire, non? Oui, mais on n'a pas dit que c'était une bonne idée. On a dit que c'était l'idée de Ben. On a dit que c'était l'idée de Ben. Bah, je sais pas, est-ce qu'on use plus d'eau est-ce qu'on use plus d'eau dans un bain, dans une petite baignoire, parce qu'elle n'est pas grosse la baignoire, ou une douche? La réponse va être donnée, je crois. Alors effectivement, donc déjà on consomme à peu près 150 litres d'eau par jour généralement. Et une douche rapide, c'est environ de 35 à 60 litres d'eau, alors qu'un bain, on est à minima à 150 litres. Donc il faudrait au minimum être à 4 en co-baignoirage, pour que le bain soit meilleur que la douche. Ok, mais on est sûr que les gens font des douches rapides? Ah. Ça dépend des hypothèses. Question 5. Pour les houmous... Non, excuse-moi, parce que pardon. moi je suis Vas-y, très vas-y. tatillon sur les chiffres. Oui, je vois ça. Voilà, 2008, c'est mon côté 2008. expert. C'est-à-dire que l'avantage du bain, l'avantage du bain, c'est que la quantité est fixe. À un moment, la baignoire elle est pleine et on s'arrête et on reste 2 heures dedans si on veut. La douche, ça peut durer 3 jours. Tu vois? Non, mais si t'es bien et qu'il pleut dehors, Ouais. et que t'as un gros ballon d'eau chaude, tu peux dire allez, encore une petite heure, allez, c'est bon quoi. Il a raison, Magali, non?
Bah, moi, si tu veux, bon, enfin, voilà. Quoi. Ouais, ouais. Déjà, il y a un biais. Hein. T'as rien à dire, ouais. Attention, voilà. Non, mais bien sûr, il faut économiser l'eau. Buvez du merlot. Question 5 pour justement les houmous team. Qui sont les plus climato-sceptiques? Oh non. Réponse A, les Américains. Réponse B, les Indiens. Réponse C, les Saoudiens. Ou réponse D, les gens qui portent des doudounes sans manches. Je peux dire que la question, elle est mal posée, parce qu'il y a des Américains qui portent des doudounes sans manches. Alors que Ouais. bon, les Indiens, en ce moment, il fait vraiment chaud, donc peut-être... Oh, je sais pas. Ouais. Et les... Ouais, c'est ça. Euh, Et puis bon, il faut définir climato-sceptique. Hein. Parce que tu vois, Ah ouais. est-ce que c'est les plus Ça, c'est vraiment rassuristes, les plus c'est tout le temps ça, les- dénialistes? Tu vois, enfin, voilà quoi. Alors, dans cette question, pour préciser, le climato-sceptique représente les personnes qui nient le changement climatique et celles qui nient la responsabilité humaine dans ce changement. Ah bah voilà, c'est Et donc le changement climatique qui n'existe pas et qu'en plus, c'est pas humain. C'est ce qu'il vient de dire, oui. On avance. C'est vraiment ce qu'il vient de dire. Moi, je dirais. Mais ça change quoi la réponse? Ah bah tout. Ouais, bah, d'accord. Vous avez invité des scientifiques. Oui, bah, Assumez c'est maintenant. clair, il faut assumer. Ouais. D'abord, il y a les questions, après, il y a la manière avec laquelle c'est posé, après, il y a les réponses, il y a les probabilités que ce soit des A, des B et C, parce que j'imagine que c'est calculé un petit peu. Enfin, il y a des trucs comme ça, c'est ça? Je dirais les Saoudiens, mais bon. Je dirais dirais quoi? ça veut dire Tu dirais quoi, ouais, Ben? je dirais pas qu'ils sont. C'est toujours sur la sceptiques. baignoire ou pas? Non, je dirais pas qu'ils sont sceptiques. Je pense qu'ils s'en foutent. C'est pas pareil. Déjà, il faut des grosses baignoires. Enfin, tu vois, la moyenne des. Non, pardon, on n'est plus sur les baignoires. Mais parce que sur les baignoires, ça dépend de le volume moyen des gens. Enfin, tu vois, tu peux pas mettre. Ça dépend des. Par exemple, Donald Trump, tu mets pas 3 Donald Trump dans une baignoire. Non. Alors, Non. plein de baignoires. Enfin, tu vois, il faut une Ça dépend grosse- si t'as c'est une très grande piscine, baignoire. quoi. Ouais, non, mais ça, il faut une baignoire géante, quoi. Puis en plus, il faut une baignoire qui contient un produit orange, en fait. Ouais, critiquez pas. Alors, on critique pas les gens qui ont des cheveux orange. Ouais. Moi, ça me va si on met de l'argent orange dans sa baignoire. Excusez-moi, mais. Non, mais les Saoudiens, c'est pas parce que quand même les Saoudiens, c'était pas leur chef de délégation à la COP qui avait fait des super sorties climato-sceptiques au moment de la COP 28. C'était pas chez eux qui. Les Émirats Arabes Unis. Ah ouais, mais ouais, bon, alors je suis géographe effectivement. Enfin, tu vois, Ouais, ouais. ils font du pétrole. Ça dépend. Quoi. Ce qu'on entend par sceptique, c'est des gens qui nient ou des gens qui s'en fichent. Mais non, t'as dit les deux. Ah oui, ah non. Kini. T'as déjà répondu à ça? Ouais, tout à l'heure, c'est Yanis qui l'a fait. Ah oui. Et c'est Kini, du coup, l'existence même et le fait que ce soit à cause des humains. Et il y a même pas les Chinois? Non. Non, tu veux qu'on rajoute une autre Bah réponse ouais, fausse? parce que les Chinois, Alors, ça du marche coup, je avec peux tout, rajouter quoi. réponse E, les Chinois, Ouais, Non, moi non, je dis les et les Chinois. Danois. Je te rajoute 2, comme ça, qu'ils sont faux. Non, mais disons les Saoudiens, ils sont pas là. Franchement, ça nous arrange. Ouais. Allez, les Saoudiens. Allez, d'accord. Et c'est une bonne réponse. Oh. C'est un raisonnement, mais limpide, Ouais, pour vraiment. arriver aux Saoudiens. Moi, j'aurais dit les chroniqueurs de CNews, mais soit. D'après l'Obscope 2024, les Saoudiens sont climato-sceptiques à près de 63%, contre 38% pour la moyenne mondiale. Et les Français, on est à 33%. Il n'y a pas de quoi être fier, mais quand même, on est en dessous de la moyenne. On rappelle que le climato-sceptique regroupe à la fois les personnes, c'est ce que tu viens de dire. Tac. Question 6, pardon, j'ai l'impression que vous faites un petit peu la minée, là, les cumulo-nimbus, il va falloir Nous, c'est notre job de donner les mauvaises réponses. ressaisir. Question 6, donc pour les cumulonimbus. On regarde un film extrait de Edge of Tomorrow. Ça, j'ai vu. Ah. Bah. Alors, avant de poser la première question, tu viens de dire, je connais le film par cœur. À Valérie? Ouais. Très bien. Donc, à votre avis, quelle est la question? Absolument aucune idée. À part dans Edge of Tomorrow, à quand remonte la dernière fois qu'on a vu Paris sous les eaux? Bah, ça ne concerne pas le film, du coup. Il y a un piège. Non. Il y a un Réponse. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un piège. Il y a un piège. Réponse A, 44 avant Jésus-Christ.
Réponse B, 1136. Réponse C, 1658. Ou réponse D, 1910. Alors j'ai une question technique. Quand on dit Paris sous les eaux, ça veut dire l'eau jusqu'à quel niveau? C'est-à-dire dans les rues ou alors tout le bassin parisien qui est une mer? On parle d'un niveau de 8,62 mètres pour être Ah ouais, précis. non mais 55 Ah et 24 Il y a eu une inondation en 1910. Bon, alors là, la réponse, elle est facile, c'est 1910, mais la dernière fois que la mer recouvrait tout le bassin parisien, c'était le Stampien, il y a à peu près 30 millions d'années. Là, c'était vraiment sérieux, en fait. Il y avait la mer, quoi. Et la dernière fois que la Seine est allée dans les rues de Paris, c'était en 1955. Et on l'a tous oublié parce qu'il y a eu l'hiver 54 avant. Et donc 55, en fait, c'est passé à la trappe. Et c'était à cause de l'hiver 54, les sols avaient gelé sur l'amont du bassin versant, sur la Champagne, tout ça. Et quand les sols gèlent, c'est comme quand vous bitumez. Et donc, en fait, l'eau, et donc c'est une crue cinquantenale qui était à 7,55 m. Et une crue cinquantenale, et ben en fait, cette crue, c'est assez. Une crue centenale comme en 1910, c'est une crue que normalement, sur 80 ans, on a 2 chances sur 3 de voir. Et 80 ans, c'est la vie moyenne d'un Français. Donc moi, je l'attends depuis ma thèse. Elle n'arrive pas. Voilà, je suis un peu, voilà, voilà. Donc je me dis peut-être qu'à 80 ans, elle va arriver. Évidemment, le changement climatique, ça pète tout, hein, ça va parce que ça marche plus. Enfin voilà, ça perturbe tout. Mais donc, et celle de 1136, elle est vachement chouette. Parce que, non mais c'est vrai, c'est Sainte-Geneviève, vous savez? Non. Ah ouais, non. vous savez pas. Il y a une super chouette quand vous allez au Panthéon. Il y a des fresques de Sainte-Geneviève. Et en fait, Sainte-Geneviève, c'était donc quand les Vikings sont arrivés pour attaquer Paris. Ils ont monté la Seine. Et il y a Sainte-Geneviève qui est arrivée. Et elle a fait ah, et les Vikings ont fait oh. Et la Seine, en fait, alors entre les deux, il y a la Seine qui est montée. Et la Seine, elle a embarqué les Vikings qui remontaient le fleuve. Donc évidemment, youpi, tralala. Et il y a un moine qui a raconté l'histoire. Et le mec s'appelle Abon. Il s'appelle Abon, chroniqueur de Abon. Okay. Et il écrivait en latin. Ok. Voilà. Et vous en foutez complètement. Non. Mais si un jour, on attend une chute. Si un jour vous allez au Panthéon, vous verrez Sainte-Geneviève, les Vikings, le moine Abon, et vous verrez en fait l'idée que à chaque fois qu'il y a une crue de la Seine, ça sauve Paris. Et voilà, c'est tout. Et je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais j'avais besoin. Et donc c'est une bonne réponse. Et oui, la dernière crue centenale à Paris, c'était le 28 janvier 1910, avec une hauteur d'eau de 8,62 m. Voilà. Et du coup, normalement, je relance Magali là-dessus parce que tu as publié un livre là-dessus, mais peut-être pas. Est-ce que tu as envie de dire un truc? Tu t'attends la crue, tu penses qu'elle arrive, c'est juste comme ça, tu penses qu'elle arrive quand? Alors, on a une chance sur 100 par an qu'elle se produise à cette hauteur. Okay. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a eu des beaucoup plus hautes, qui dépassent 9 mètres. Il y en a eu des moins hautes, donc on attend. Moi j'attends, les autres voilà, hein, c'est bon. Et donc là, ça va. Le changement climatique, il va poser un problème sur ces crues, parce qu'en fait, on sait que l'été, il y a moins de précipitations, et donc on a des barrages. Vous avez tous entendu parler des barrages écrêteurs. Les barrages, ils permettent d'enlever 70-80 cm. Alors, ça fait quand même une crue qui reste à 8 mètres. On a le temps de patauger, vous voyez, mais bon. Et le problème, c'est que ces barrages, ils servent l'été à mettre de l'eau dans le fleuve. Ça soutient l'étiage. Et par exemple, quand vous prenez les photos, il y a quelques cartes postales des années 1900. En fait, les Parisiens, ils allaient l'été pique-niquer dans la Seine. Maintenant, on se baigne, enfin, on essaye. À l'époque, on allait pique-niquer parce qu'il y avait des super étiages. Et donc, aujourd'hui, en fait, les barrages, on les remplit l'hiver pour les vider l'été, pour qu'il y ait de l'eau dans la Seine. Et malheureusement, si vos barrages ils sont pleins, quand la crue elle arrive, vous ne pouvez plus les remplir, ils ne servent plus à rien. Et s'il y a des étiages l'été, on va avoir tendance à les remplir beaucoup l'hiver. Et comme en plus on risque d'avoir un décalage de pluie, c'est le bazar total. Et donc en fait, on essaie. Alors si ça vous intéresse, il y a un super jeu sur Internet qui s'appelle Épicène et vous allez pouvoir faire des quiz. Il n'y a pas de baignoire. Il ne se passe rien avec les baignoires. On peut jouer dans son bain. Mais on peut jouer dans son bain ou sous sa douche. Très.
Voilà. Ça va plus Me vite. tais. Alors, j'ai une anecdote si vous voulez. Je veux, on veut. Moi aussi. Ben mais- voulait parler avant, je crois. Ouais, mais il y en a pour 25 minutes, c'est pas grave. Non, pas du tout, mais je suis un petit peu, pas complotiste, mais ouais, si, carrément. Non, mais j'avais entendu dire qu'en fait, Paris aurait dû être inondé depuis déjà, parce qu'il y a eu des inondations régulièrement dans les alentours. Et ça devrait déjà, enfin, ça aurait dû déjà être sous l'eau plusieurs fois, mais comme c'est pas vraiment possible d'un point de vue, on va dire, économique, il y a toute une organisation de la gestion des eaux, et c'est pour ça que tu as tout un tas de bleds en Seine-et-Marne et tout ça qui sont régulièrement inondés, parce qu'il paraît que les eaux sont redirigées. En gros, si Montargis est inondé, c'est pas très grave, on s'en fout, mais Paris, il faut pas. C'est horrible. Hein. Ouais. Alors ça date de 2001. Parce qu'en 2001, les plus vieux, bon, il y en a qui étaient même pas nés, donc on n'écoute pas, mais les plus vieux se souviennent peut-être, il y a une inondation dans la Somme. Et c'était une inondation par remontée de nappes, c'est-à-dire que les nappes phréatiques, il pleuvait, donc il n'y avait pas de cours d'eau qui débordait, mais les nappes remontaient, et c'était en période électorale. C'est con. Et donc les nappes montaient, descendaient, les gens avaient de l'eau, et on a inventé à ce moment-là une rumeur, une folle rumeur, qui était qu'on avait inondé la Somme pour en fait éviter que Paris soit inondé. Et les mecs qui ont inventé la rumeur, c'est des prix Nobel de physique, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils ont inventé de l'eau qui remonte les pentes. Et ils vont à l'envers, quoi. Il y a la terre est plate, il y a l'eau qui remonte. Et ça, c'est resté avec l'idée qu'on avait des tas de fontainiers la nuit qui venaient ouvrir des Gentiment en vannes. train de me dire que je raconte des conneries. Tu propages des rumeurs. Non, mais et alors, Et en ça fait, ça persiste vachement parce que Ouais. lors de la tempête Kurt et puis la suivante cet automne, quand par exemple le cours d'eau de l'Yvette, près de là où j'habite, où je travaille, a débordé, pareil, la même rumeur a recirculé, ça déborde sur le bassin de l'Yvette pour protéger Paris, alors qu'en fait, ce qui se passe dans l'Yvette n'a aucun effet sur Paris. Et c'est surtout parce qu'il y a eu tellement de quantité d'eau qui est tombée que tous les réservoirs ont été dépassés. Il est tombé peut-être 10 fois plus que ce qu'on peut stocker au maximum. Et dans ce cas-là, ça ruisselle, ça déborde. Un peu comme une inondation rapide. Et encore une fois, c'est ressorti. Et ça vient, en fait, je pense, un reflet de sentiments d'inégalité dans la prise de décision. Et ça nuit, en fait, à une capacité à réfléchir vraiment bien sur un climat qui se réchauffe, ça dope les plus extrêmes. Comment on va faire ? Parce qu'on a des enjeux de désimperméabiliser des sols, de pratiques agricoles avec des sols qui stockent un peu plus d'eau, de haies, puis des endroits qu'on a tout aménagés en plaine inondable, où quand il y a des inondations répétées, on n'est plus assurable en fait, hein, ça devient de plus en plus compliqué. Et en fait, c'est plus facile de se dire « Ah, c'est à cause de Paris », ou alors c'est parce qu'on a interdit de curer les fossés, on l'a entendu aussi dans le nord de la France. faute aux écolos. En fait, c'est le mécanisme du bouc émissaire, quelque part, que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire… D'accord, donc fake news. Pour ne pas regarder le problème, ou l'aménagement qu'on a fait dans des zones à risque, ou les questions d'adaptation difficiles au changement climatique, on va dire c'est la faute de tel truc. Et puis comme ça soude le reste des gens contre le bouc émissaire. Okay. Et ça sape la capacité à vraiment réfléchir et agir. Ok, je retire. Moi, je trouvais que c'était une bonne explication. Mais on va passer à la manche 2. Ah, pardon, tu voulais dire un truc ? Ouais, alors j'ai juste une anecdote d'un conférencier qui avait raconté qu'il avait participé au plan pour savoir si Paris était inondé, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et donc ils avaient un assistant du ministre de l'Intérieur, je crois. Et il dit, si Paris est inondé, problème d'électricité, problème d'alimentation, problème pour déplacer les gens. Et l'assistant du ministre, ou secrétaire, porte-parole, lui avait dit les yeux dans les yeux, oui, bon, déjà, il faut envoyer les femmes et les enfants dans leur résidence secondaire, parce que de toute façon, c'est les hommes qui bossent, et après, on verra. Voilà. Je confirme. Je confirme. C'est vrai ? Oui, c'est totalement vrai. On passe à la manche 2 qui s'appelle les enchères. Donc je vais vous donner… Je vais vous donner un thème, par exemple, des ministres de l'écologie, et vous allez devoir dire combien vous pensez pouvoir en citer. C'est-à-dire que, du coup, ça, vous allez dire, nous, on est capable d'en citer 5. C'est un exemple. Hein. Et après, vous dites, du coup, nous 10, nous 20, ainsi de suite et tout. Et vous aurez après 1 minute chrono pour citer le nombre que vous avez annoncé. Donc, c'est-à-dire que vous faites les enchères entre vous, sachant qu'à la fin, vous n'aurez qu'1 minute pour tout citer. Et si celui qui a annoncé réussit, il gagne 3 points. Mais s'il n'arrive pas à citer le nombre qu'ils ont annoncé, c'est les autres qui gagnent 3 points. Est-ce que c'est clair ? Je compte. Alors attendez, c'est un exemple. Commencez pas à chercher les ministres, c'est un exemple. On va changer d'exemple du coup. Et donc le premier, on commence avec le premier thème, c'est combien est-ce que vous pouvez me citer d'aliments achetables en vrac ? Ça commence avec vous.
En 1 minute chrono. Mais par exemple, on peut pas te faire toutes les pâtes. C'est-à-dire, on peut pas te dire les parpas, les machins, tout ça, parce qu'on dit non, Ou non, tous ça les marche. oléagineux. Si, mais vous aurez qu'une minute. En vrai, on s'est posé la question tout à l'heure. Si c'est avec du riz, du coup, tu peux. Mais du coup, faut savoir, déjà vous allez le faire. Et du coup, c'est ouvert. Donc oui, mais vous aurez 1 minute. Donc vas-y, tu penses que t'en cites combien des pâtes? Ah, beaucoup. Mais du En coup, 1 minute. Ça prend aussi en compte les fruits et légumes? Bah, est-ce que non, en vrac. Bah, Oui, c'est oui. Pardon, c'est oui. D'accord, pardon, Ouais. elle a dit oui. Oui. On peut en dire 30. Et il faut que ça se mange. Hein. Bah. Ouais. Par exemple, le plastique, ça marche pas. On est d'accord. Sauf si tu as des épices avec. Ouais, parce que plastique et épices. Ah ouais, mais ça fait 2 trucs à Mais part. le plastique, ça s'achète pas en vrac. Pourquoi? Comment Oh, ça tu peux. Oui, d'accord. Alors, combien? On compte les fruits et légumes aussi. 44. Fruits et On va légumes, les c'est laisser se bon. planter. Ouais. On va les laisser se planter. Je sais pas. Les gars, fruits et légumes, c'est bon. Le vrac. Le vrac. Combien? 10, tranquille. 10 tranquille. On va dire 15. On va sur 20. Oh non, non, non. Faut les laisser travailler. Ah ouais, c'est tout? Ouais. Vas-y Ben, prends le lead là. 16. 16. C'est vraiment... Bon, 20. 21, un petit 21. Attends, parce qu'on a 1 minute. Hein. Ouais, Les ouais. 2 aliments, enfin, tu vois, ou alors on les pousse. Ça, 1 minute, on peut. Beaucoup de. Alors, moi, je dis 25. C'est un bon, jeu, ça. c'est un jeu. C'est un bon ça. On vous laisse vous planter. On va avec. C'est parti. Allez. Tu fais ton gling gling quand ça démarre. C'est parti. Prêt? On y va à 2, hein. On Ouais. balance tout. Hein. Ouais. Ok. Bah, faut que ce soit audible et que je puisse compter quoi. Quand même. Alors, les créneaux de noix. Les noisettes, les... Noix de cajou. les pistaches, Les noix du Brésil. Les lentilles. les pois lentilles corail, cassés, les pois cassés. les pois chiches, Chiches. Les haricots secs, les flageolets. les pommes, les poires, les raisins, les tomates, les courgettes, les carottes, Le riz basmati, le riz rond, le riz de Camargue. le riz complet, Le riz complet, les farfales, les rigatoni, les spaghettis. y a pas de vrac. non, les spaghettis, il n'y a pas de vrac. Non. Mais les coquillettes, les coquillettes. Les coquillettes, Les bien coquillettes, sûr. les fusilli, les Le tortellini, quinoa, le quinoa, Le le boulgour, le blé, l'avoine, l'avoine. enfin Mathieu. flocon, On est pas à flocon. 50 aliments déjà. on va citer. Je sais T'as compté pas, combien on a combien là? Il vous reste 5 secondes. Les noix de cajou, les noix de pécan, Les noix de cajou, les noix de pécan. les avocats, c'est pas les bananes. Les bananes, les... Top. les- Félicitations. C'est bon? Plus de 30. Bravo. Olé. Nananer. Et d'ici 2030, 20% de la surface des grands commerces devrait être dédiée au vrac. Deuxième thème, combien pouvez-vous citer de moyens de transport moins carbonés qu'une Peugeot 206? En cycle de vie ou en consommation? En cycle de vie. En cycle de vie. Vous voulez commencer à mettre les enchères, les cumulos d'un bus? Moi, je dirais, on peut en citer. Vous aurez 1 minute, hein, pareil. Bah, t'es sûr? Ok. Allez, on va dire 10. 25? 11. 12. Ouais. On a des balls ce soir. Ouais, c'est clair. Ça prend son courage à deux mains. Je suis pas très chaud. Tous les moyens de transport. Tous les moyens de transport moins carbonés qu'une Peugeot 206. Mais dans le transport, par exemple, tu vois, l'amour, c'est un moyen de transport. La quoi? L'amour, les L'amour, c'est transports pas un amoureux, ça transport. marche Et pas. l'espoir. C'est les transports en commun. Enfin, tu vois, c'est les transports. Mais l'amour, c'est pas un moyen de transport. Bah, Ah l'amour bah me alors, je suis transporte. désolée. Le mais- transport amoureux. Ça Non, mais- compte ou pas? Alors, on laisse le public décider, mais plutôt des moyens de transport matériels. Tu vois, Moi, la société de consommation, quoi. Moi, je dis 13. 13. Bah, À table. Pardon. Allez, on attaque à 15.
Oh, bah, c'est bon, hein. Ça te va. Ok, on vous laisse. Allez, c'est parti. Ok. Allez, vautrez-vous. Attends, on y va. Préparez-vous. Attends, on attend le ding-ding. J'en dis 3, t'en dis 3. Ok. Trottinette, vélo et marche à pied. Roller, vélo cargo, bus, tramway, métro, RER, Ski. train, TGV. Après, Twingo électrique, Zoé électrique. Smart. Non, c'est non. Il y a non. Pourquoi non? Quoi? Ah, Ah voiture bah non, électrique, parce que un tank électrique, c'est plus qu'une 206. Après, mieux qu'une 206, il y a une 206 avec 2 personnes dedans, avec 3 personnes dedans, avec 4 personnes dedans. Il y a aussi le pédalo. Le temps file, hein. Allez. Le snowboard. Ouais. Le roller, t'as dit. Skate, t'as dit. Après, on peut dire l'ascenseur. L'ascenseur. Les escaliers. Comment s'appelle le truc? Le funiculaire. Ah. Quand même. Le tramway. On l'a dit. C'est déjà Ouais. dit. L'amour, Ouais, l'amour. Les pattes, donc. les pattes, les farfales, les coquillettes. Ah, le cheval. Le Ah, cheval, le cheval. félicitations. Cheval. Donc C'est vous quoi, êtes alors, à- c'est- On était en train de me souffler des réponses. Est-ce qu'on peut remettre le timer? mais vous êtes à 19 propositions, donc vous avez réussi Bravo. votre pari. Félicitations. Si on rajoutait le mulet, on était à 20. Et donc on peut voir les différentes empreintes carbone justement des moyens de transport. Donc, on n'a pas représenté la Peugeot 206, mais on peut la voir dans une des catégories. Et on va passer à la manche 3, GeoGuessr. Est-ce que tu sais ce que c'est le Alors, GeoGuessr? Pardon, non. Malheureusement, à cause du temps, on va pas être en possibilité de faire cette manche, mais on vous avait prévu une super activité où vous auriez dû retrouver sur une carte certains lieux dédiés à l'écologie, et en particulier la place Valérie Masson-Delmotte à Saint-Quay-Péros. Mais on n'aura pas la possibilité de le faire, donc on va tout de suite passer à la manche 4. À la manche 4, donc du coup, qui a gagné, Yanis? Donc on a une égalité, Oh. malheureusement, à 7 contre 7. Ah bon? Donc on va le faire sur une... Oui, on n'a qu'à la faire entre eux, Ah d'accord, directement. très bien. Donc, t'es sûr 7 contre 7? Pour moi, vous étiez perdu, non? Ah, pour moi, on s'est fait éclater. Ouais, non, c'est ça, d'accord. Et Très bien, bon, il y a un 7 contre 7, c'est pas grave. Donc la manche finale, c'est mot de passe, donc pour cette dernière manche. Pour cette dernière manche, donc, est-ce que, donc ça c'est bon. Le principe, c'est que vous allez avoir 30 secondes pour faire deviner un maximum de 5 mots en ne proposant que des mots. Donc à chaque fois, comme une sorte de pyramide, pour faire deviner table, tu dois dire des mots et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Et donc la manche 1, c'est qui contre qui, Yanis? alors, on va garder les équipes. Donc, on peut par exemple commencer avec Alban qui va faire deviner un mot à Valérie. Donc, vous pouvez vous mettre face à la télé, ou en tout cas, Valérie ne regardez pas la télé et Alban, les mots s'afficheront sur la télé. Ah oui. Moi, je regarde pas la télé. Ah oui, tu peux te mettre là, Alban. Si je vois ici, c'est bon. Donc, j'ai pas le droit aux mots composés, aux mots de la même famille, aux mots commençant par le même son et pas de mime. La main dans la poche, du coup, c'est parfait. Donc, vous aurez 30 secondes à partir du moment où j'appuierai sur la sonnette. On peut mettre le premier mot tout de suite. Je vais vous laisser quelques secondes de réflexion. C'est dur de pas regarder. Je ne connais pas ce mot. Mais si, Et il y a des noms propres, je le précise. du coup. Non, je ne connais pas. D'accord. Du coup, mot suivant, s'il vous plaît. Ah ouais, d'accord. On a le droit de faire ça? Fossile. Énergie, Pétrole, pétrole, charbon, gaz. écosystème. Mais biodiversité, Paquebot. navire, Riche. croisière, Bateau riche. yacht. Oui. Félicitations, c'est terminé. 3 points supplémentaires. Et donc, le premier mot était pro. Pascal Pour Pro. Pascal Pro, effectivement, le fameux présentateur de Ça s'écrit CNews. comme ça? Ok. Bah, c'est un jeu de mots du coup parce que On son sent que émission tu le s'appelle regardes, l'heure hein. des pros. Parce qu'en fait, c'est pas des pros les mecs. Voilà. Et donc du coup deuxième manche, qui se met face à la télé? Comme vous voulez, Ben peut faire deviner les mots à Magali. Allez.
Donc Magali ne regarde pas la télé. Ne regarde que Ben. C'est facile, c'est les mêmes. Ah non. C'est parti. Automobile. C'est interdit. Chemin. Pourquoi? Ah oui, c'est le même. Ah ouais, attends, Commence par le même mot. Moi, j'ai un cerveau qui va. Faut vraiment me repréciser les interdits. Expert de rien. Chemin. Route. Autoroute. Voilà. À 69. Mickey. Miguet. Nicolas Sarkozy. Non. Quoi Impôt. Président. Président Miguet. Jamais. Enfin. Amérique. Ah, Trump. Prénom. Donald. Voilà. Yes. « 30 secondes. Dommage, 2 points supplémentaires. Félicitations. Panne. Pas de mime. C'est fini. Pas de mime. Pas de mime, excuse-moi. C'est Panne. Mais c'est Non, pas non. fini. Et ça. il C'est te tient un terminé, mot, là. mais vous Ah, pouvez c'est le fini faire pour le fun, si vous le souhaitez. Ah, D'accord, ok. J'ai perdu, quoi. C'est ça que. Exactement. Ouais. Et j'ai gagné. Bon, bah, panne, court-circuit. Court-circuit. Ouais. Collapse. Anglais. Bug. Presque. Obscurité. Ouais, merci. Dark. Espagne. Panne d'électricité. Bah, je sais plus. En espagnol. C'est un mot anglais Pas d'Espagne. burn-out, oui. Blackout. White in. Blackout. Voilà. White in. À toi, Valérie. Ah, Et donc, moi je regarde. on aurait Ah non, également pu faire deviner esclave, donc en lien avec les esclaves énergétiques, hein, pour être tout à fait logique, et degré, qui était un petit peu plus compliqué. On va enchaîner avec Valérie sur la prochaine manche. Faut pas que je triche. Non. Tu peux regarder Valérie. Je Mais peux pas tu la me regarder sans voir l'écran en fait. Alors, Tu ne regardes pas les écrans. fast fashion, Fast fashion. Vêtements. Chine, Shine. oui. Déchets, Ah, c'est un autre mot là. oui, déchets. Déchets. Sous-produits. Industrie. Caisse, Caisse. Palette. ordures, Ordure. Poubelle. voilà. Pas de mime. C'est déjà fini terminé, malheureusement. On peut vous laisser le faire deviner. Oh, quel dommage. Comité. Comité. Mais il a trouvé. Mais non, j'ai regardé. ok. Pardon. Bah, c'est fini, J'ai c'est vu, c'est j'ai vu, fini. j'ai vu. Donc je fais pas ça en fait. hein. Non. Non. Et alors, Désolé, j'ai regardé. degrés, c'est facile en fait. Fahrenheit, Ouais. Celsius. C'est vrai. On avait également hydrogène et fumier à faire deviner. Donc on est... Petit rappel des scores avant cette dernière manche finale. On est à Shine. 12 points pour les Shine, Cumulonimbus et 9 points pour les Humus Team. Donc il vous faudrait 4 points pour gagner et 3 points pour égaliser. Il faut 4 points pour égaliser. 3 points pour égaliser. 3 points pour égaliser, 4 points pour gagner. Bon courage. Ils gagneront jamais. T'es prêt? T'es prête, Magali? Oui. C'est parti. Je suis désolé, Magali. Inondation, Cru. rupture, protection, Barrage. presque. Ah. Puits. Du cul. Digue. Oui. Oui. Excès, Alcool. inverse. Santé, Déficit. alcool. Pas d'alcool. Tempérance. Modération. Presque. Sobriété. Sobre. Ok. Oh. Félicitations. Waouh. 2 points supplémentaires. Bravo. Faut que je me réhydrate. J'aurais pas dû dire alcool. Il y avait aussi Greenwashing, Jean Covici et Composté. Et bah bravo, donc c'est une victoire des Cumulonimbus. Wouh! Vous pouvez les applaudir. Ouais.
Merci à tous d'être venus. C'est fini au Bulbe Comedy Club. Donc personne n'a rien gagné, j'ai l'impression. Là, c'est bon, on est d'accord, les gars. Et donc, s'il y a quelque chose à gagner, vous avez gagné quelque chose, quelqu'un va apporter quelque chose. En tout cas, merci d'être venus au Bulbe Comedy Club. Ça recommence très bientôt, j'imagine. Vous pouvez voir les émissions Un Café Décroissant, dans lequel à peu près tout le monde est venu, sauf Alban Lot, mais l'année n'est pas finie. Ils sont disponibles sur le Bulbe Média. On était très heureux aujourd'hui de jouer à l'Académie du Climat, et c'était dans le cadre du Forum international de la météo et du climat qui continue demain encore à l'Académie. Et du coup, nous avons joué avec Les Jeux sont ouverts. Je crois que j'ai dit tous les noms que je pouvais. Vous pouvez réapplaudir Alban Lot, Valérie Masson-Delmotte, Ben et Magali Reguezza.